Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ pour un nouveau TTRPG dans lequel on va essayer de répondre à des questions, cette fois-ci avec Glyph. Glyph, comment ça va? Ça va très très bien, très bien. Donc on est dimanche, c'est un jour de repos, ce sera peut-être un épisode en toute détente. Est-ce que tu veux présenter un peu ce que tu fais, Glyph, avant qu'on commence rapidement, ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de la vidéo? Bah ouais. J'ai écrit mon jeu de rôle il y a longtemps, en 2016 je l'ai commencé, et je l'ai pas lâché. Du coup c'est du homebrew semi-professionnel on va dire, que je fais. Voilà, et globalement c'est une grosse expérience communautaire où on explore le jeu de rôle et on le secoue dans tous les sens. Voilà ce que je fais. Ça et des crêpes. Eh bien, aujourd'hui, on va pas parler de crêpes, on va plutôt parler de jeux de rôle. Et j'ai une question. Alors, elle est un peu longue, donc je te la copie. J'ai une question, justement, qui m'a un peu fait penser à ce que tu faisais, même si je sais pas tout de ce que tu fais. Question que j'ai trouvée sur YouTube. J'ai un groupe d'amis assez large, avec plusieurs groupes de JDR, plusieurs MJ. J'ai eu l'idée de concevoir un JDR avec plusieurs groupes, plusieurs MJ dans le même univers, avec des groupes qui interagissent entre eux. Pour vous donner une idée de ce à quoi j'ai déjà pensé, une agence avec des missions. Au sein de l'agence, plusieurs équipes enquêtent, espionnent, s'infiltrent. La mise en relation des informations fait apparaître une histoire globale, une ville avec plusieurs factions qui s'affrontent, etc. etc. Je vais peut-être pas faire tous les détails, mais en gros, de ce que je lis, c'est une expérience de jeu de rôle qui dépasserait, on va dire, la forme classique, enfin la plus courante. Je pense aujourd'hui la forme la plus courante de jeu de rôle, ça doit être, il y a un MJ, il a un groupe de joueurs et ils se retrouvent peut-être hebdomadairement, mensuellement, pour continuer la même histoire en reprenant là où on s'était arrêté. Enfin, c'est un peu l'image d'Épinal, quoi. Après, t'as un milliard de trucs différents. Là, c'est plus un truc où il y a plein de monde. Il y a une sorte de nécessité de gérer l'agenda, de croiser des groupes entre eux et tout. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça ressemblait un peu à ce que tu faisais et peut-être pas du tout. Hein, c'est exactement ce qu'on fait. Et la question du coup à la fin, c'est qu'est-ce que ça vous inspire, à quoi il faut penser pour mettre ça en place, quelles difficultés on rencontre, et qu'est-ce qui existe déjà que je ne connais pas. Yes. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Et bah du coup, c'est une idée que j'ai beaucoup entendue. Je pense que je sais pas si ça vient particulièrement du milieu homebrew, mais on est beaucoup à avoir eu l'idée de « Oh vas-y, je fais 2 groupes de PJ, et ils vont avoir des histoires parallèles qui se complètent ». Et très souvent, ça finit mal parce que c'est une architecture assez... si tu l'anticipes pas, c'est assez difficile à gérer, mine de rien. Du coup, chez moi, on appelle ça la compote, parce qu'on estime que c'est un mix entre one-shot et campagne, où chaque séance se suffit à elle-même, et le groupe, il peut changer. Mais en même temps, t'as une trame de fond qui avance quand même, avec un agenda pour tout le monde. Et il y a pas longtemps, j'en discutais sur ton serveur, et on m'a dit que c'était juste une table ouverte, en fait, et qu'il y avait un terme. Je sais pas si toi, t'as déjà joué à table ouverte. J'ai déjà joué en table ouverte, ouais. Je pense le fait que t'aies une table où les joueurs alternent tout ça, ouais, c'est de la table ouverte. Après, voilà, c'est un peu des mots valises. Là, tu vois, il y a un truc avec, il y a plusieurs groupes d'aventuriers, du PVP, PVE. Toi, ça va jusqu'à où? C'est vraiment l'idée, ceux qui sont là, ils jouent et on reprend toujours sur ce qui s'est passé avant, ou par exemple, est-ce que par exemple, toi, t'as la composante multi-MJ, par exemple? Là, en ce moment, je l'ai. On est 2 maîtres du jeu et on a chacun 2 groupes différents mais qui sont dans le même univers. Moi j'ai un groupe d'une petite dizaine de personnes, je crois qu'ils sont 8 en ce moment, et l'autre MJ il a 25 joueurs. Et du coup les groupes changent à chaque fois, il n'y a aucun groupe fixe. Tu peux être, si t'es le joueur A, un jour tu vas jouer avec B et C, l'autre jour tu vas jouer avec E et F, donc tout le monde va finir par se croiser au fur et à mesure, et à chaque fin de partie, moi et l'autre MJ on s'envoie un petit peu nos rapports de mission pour essayer de maintenir l'illusion que tout est prévu et que tout marche ensemble, tu vois. Bien sûr, on a des choses prévues à l'avance, mais t'es obligé de le raccorder à chaque fois, de faire plein de checkpoints pour que ça tienne le coup au fur et à mesure. Ok. Du coup, le plus dur, c'est d'avoir des rapports de chaque mission, je pense. Il faut que les joueurs, ils écrivent ce qui s'est passé. Enfin, moi, je préfère que les joueurs le fassent parce que si tu fais tout en tant que MJ, tu deviens fou. Et voilà, globalement. Et Ça me paraît plus si. est-ce que t'as, par exemple, les rapports, tu vois, est-ce que il y a une manière, enfin, est-ce que vous mettez en place une sorte de convention sur la manière de faire le rapport? Parce que, par exemple, tu peux demander à quelqu'un de faire un rapport. T'as certains joueurs, tu vois, c'est des gros littéraires. Par exemple, ils te font, ouais, j'ai fait un petit résumé de la partie. Et en fait, ça dure genre 250 ans à la première personne. J'utilise les 5 sens pour décrire chaque situation et tout. Tu vois. Et à Ça, côté, t'as des gens, ils vont faire une liste bullet point des big facts, quoi, tu vois. Et bah, pour le coup, je demande des bullet points maintenant. Et souvent, ça tient en 10 lignes avec des tirets, tu vois. C'est genre, tu mets juste les actions bout à bout qui se sont passées. Et moi, en fait, j'écris des rapports lyriques après
parce qu'on a un petit journal et ceux qui aiment bien lire, ça leur fait plaisir. Mais je veux surtout pas que le joueur il écrive un pavé parce que sinon ça me prend juste trop de temps de fouiller les informations utiles dedans. J'ai un joueur qui faisait ça. Il faisait une soirée en roleplay à l'écrit parce que entre les séances, les joueurs ça leur permet de tous se rencontrer et tout. Et il faisait une soirée, ils se bourrent la gueule, ils décrivent tous. Et chacun envoie son petit pavé, il y a 5 lignes, c'est un peu mignon. Et là, il y en a un qui arrive et il fait 35 lignes sur juste, si je résume, il est rentré dans la pièce et il a dit bonsoir. Il y a un seul mot, mais il a écrit 35 lignes sur la manière dont il se déplace, sur ce qu'il ressent en son fort intérieur. Mais c'était long, c'était trop long. Donc les résumés, il faut les faire efficaces. faut que ce soit limpide. Le plus dur, c'est peut-être de croiser les agendas aussi. Quand t'as beaucoup de joueurs et beaucoup de MJ, pour que tout le monde joue, c'est peut-être un peu relou. Donc je le ferai pas avec des groupes fixes. Là, la personne, je crois qu'elle parle de groupes fixes, avec toujours les mêmes PJ, qui rencontrent le même MJ. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut se départir. C'est beaucoup plus simple de dire, j'ai une partie mardi soir, inscrivez-vous, et tu prends les gens qui n'ont pas joué depuis longtemps, plutôt que d'avoir toujours les 4 mêmes joueurs à la table. Ça te crée des galères d'emploi du temps, je pense. Ça, c'est une erreur que j'inviterais à éviter, si c'est pas trop inconfortable, hein, si les gens sont à l'aise de changer de partenaire de jeu, bien sûr. Ouais. Souvent, la table ouverte, c'est même un peu, entre guillemets, une solution aux agendas galères. C'est-à-dire que tu te dis, moi, j'ai envie de jouer tous les mardis. J'ai pas un groupe de gens qui sont prêts à jouer tous les mardis. Par contre, j'ai 10 personnes qui, potentiellement, d'une semaine à l'autre, peuvent jouer le mardi. Et du coup, bah, moi, comme ça, je peux jouer tout le temps. Et des fois, c'est un peu la solution, justement, au problème d'agenda inverse qui consiste à rassembler les mêmes personnes le même jour ou... Voilà quoi. D'ailleurs, ça c'est un truc que je me dis, dit, je crois que un MJ il a 25 joueurs, je sais pas quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a pas aussi un truc qui est compliqué quand tout le monde veut jouer justement? Est-ce que ça t'amène pas justement à dire bah il nous faut plus de MJ et du coup parmi ces 25 joueurs il y a des nouveaux gens qui deviennent des MJ? Et plus t'as de MJ, plus ça devient difficile de refaire la mise en commun. Tu vois, genre, je me dis, c'est toujours pareil, c'est pas on-off, tu vois, c'est genre Oui, bien sûr. les potards Là, on a qui eu, bougent, quoi. il y a pas longtemps, un nouveau MJ, justement, qui connaissait un peu l'univers, qui avait fait quelques one-shots et qui a demandé s'il pouvait se lancer. Et nous, on n'a pas de gatekeeping sur notre jeu de rôle. Hein. Si tu veux le faire jouer, amuse-toi, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour pas que ce soit trop compliqué à gérer, vu qu'on a quand même une masse de plus de 30 joueurs à nous deux, et ben, il s'est fait sa petite campagne à côté. Il n'est pas connecté à nous, il joue dans une réalité alternative où il est seul responsable et il prend ses joueurs quand il veut, il fait sa tambouille. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut devenir MJ, il n'est pas obligé de rejoindre le gros projet, quoi. Il peut juste faire sa petite quête, aller sauver la princesse. C'est pas obligé de tout le temps être dans l'enjeu, quoi. Même si tu fais une grosse table ouverte comme ça, t'as le droit de faire un petit one-shot sans enjeux globaux, quoi. Juste pour se détendre. Faut pas hésiter à en faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu considères pas, entre guillemets, que tout est nécessairement canon dans ce qu'on va dire être le cœur du concept, quoi. Bah après, souvent, ça, tu le tries après coup. Alors, quand on a fait une séance et tu te dis, bon, bah en fait, dans cette séance, il y en a juste 2 qui se sont fait un date et les 2 autres qui sont partis acheter des flèches, il n'y a pas de grand chose à rendre canon, quoi. Enfin, ça s'est passé, mais ça n'a aucune incidence sur le reste. Donc, c'est précisé si jamais on fait des parties qui sont vraiment pas canon, mais c'est très rare. Et du coup, comme document en amont, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a comment tu mets en forme le truc de base, le noyau? Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, en fait t'as des univers qui sont plus ou moins propices à ce que tout le monde invente et rajoute des trucs dedans. Alors admettons, je dis vas-y, on fait une campagne de... Je prends un exemple absurde, hein, parce que c'est toujours plus facile de penser à un truc absurde qu'à un truc... J'ai pas d'exemple réel. Mais par exemple, t'es en mode... on joue des enquêteurs dans les années 20 qui chassent des trucs avec des tentacules. T'as ton MJ qui a rejoint la campagne, qui dit ok, je vais faire ça et tout. Il donne, je sais pas moi, un objet un peu... Allez, ça c'est presque réaliste. Un objet un peu magique ou des sortilèges à un groupe de personnages, tu vois. Parce que dans Cthulhu, tu peux trouver un peu des trucs magiques et tout. Et du coup, il trouve des trucs, voilà. Genre, il trouve le Necronomicon, tu vois. Et en fait, toi, t'étais pas au courant. 2 jours après, tu fais jouer des mecs qui trouvent aussi le Necronomicon. Ou alors, il y a des mecs qui arrivent à ta partie et disent ouais, bah, mon personnage, il a trouvé le Necronomicon la dernière fois. Tu fais comme Denis Brognard. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous... Par exemple, est-ce qu'en amont des sessions, déjà les MJ, ils écrivent un peu des trucs et c'est checké? Ou alors est-ce que le parti pris de votre univers, potentiellement, il est moins complexe que de faire vivre une œuvre préexistante et donc du coup, je sais pas, genre il y a des facilités multiverse, je sais pas quoi, tu vois.
est-ce que vous, dans votre truc, il y a une organisation autour de ça? Bah, en vrai, t'as pris l'exemple spécifique de c'est un objet unique, il est pas censé être dupliqué, mais je sais pas pour tous les jeux de rôle du monde, mais généralement si t'as un gros artefact comme ça, genre l'épée légendaire qui existe dans toutes les versions du monde, bah tout le monde connaît cet objet et tu sais que si tu le donnes à des joueurs, faut prévenir les autres MJ. Du coup, c'est assez rare que vraiment il y ait un plot du genre attends, tu lui as donné l'armure sacrée que personne ne doit avoir. Et généralement on est au courant parce que des objets comme ça, il y en a une dizaine qui se baladent dans l'univers et on est toujours au courant. Donc en vrai, c'est assez rare que t'aies un truc comme ça qui est censé pas être possible. C'est vraiment très 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 rare. Généralement, ça arrive pas. Hein. Je pense que le facteur le plus bloquant, c'est si tu relis pas tes notes. Donc, faut vraiment avoir des notes condensées et les relire pour pas te retcon toi-même à chaque séance. Mais une fois que ça s'est fait, croiser les informations, c'est vraiment pas le plus dur. À la limite, ce qui est chiant, c'est quand les temporalités se croisent un peu trop. Genre quand il y a deux groupes de joueurs qui sont dans la même ville et qui font des actions importantes qui sont censées agir sur un groupe et sur l'autre. Là, c'est un petit peu chiant à gérer. Ouais, S'il y en a un qui fait exploser tout un quartier et que l'autre il est censé le savoir, là faut être un peu carré. Ouais, parce que je pense à un cas peut-être plus courant que les artefacts. Genre, admettons, t'as des factions. Toi, t'es là, je sais pas, à la game du mardi. La game se termine et le groupe dit ouais, il faut qu'on aille, je sais pas moi, défoncer la faction A. Déjà, si ça tombe, la faction A, tel MJ, il considère qu'elle est très forte. Tandis que tel autre, il y a une vision un peu différente de cette faction. Et donc, du coup, en une demi-session, il y a un autre groupe qui met à bas cette faction, tu vois. Et du coup, ça peut créer des trucs un petit peu de genre... Est-ce que le matériau de l'univers, il est partagé entre les MJ, ou est-ce que, par exemple, tu as une organisation, on va dire, géographique, tu vois. Enfin, et genre, moi, je m'occupe de telle région, toi, tu t'occupes de telle autre. Je soulève les questions comme ça, je te les demande à toi, dans votre cas spécifique. Je pense qu'en fait, ça peut être des moyens de s'organiser. En fait, pour réfléchir à c'est quoi la campagne qu'on essaie de faire. C'est ça. Et tu peux faire différents trucs. Mais vous, ça marche comment? Le plus important, c'est on a forcément des visions différentes et faut s'accorder avec le style de chacun. L'autre MJ qui gère avec moi, il écrit énormément et il a besoin de planification et que les choses soient claires. Moi, je suis un MJ qui improvise beaucoup parce que ça m'amuse plus. Et du coup, souvent, c'est que moi, j'ai pas de notes. Et je lis les siennes. Et après, c'est une convention de théâtre d'improvisation qui est, je vais dire oui à ses propositions et je vais pas lui marcher dessus, tu vois. S'il a dit, je veux que telle faction, elle soit pétée dans 3 séances avec un climax de fou, soit ça m'intéresse pas et je vais pas du tout faire jouer ça et je me barre ailleurs, comme tu dis, géographiquement, j'éloigne mes groupes. Soit si ça m'intéresse, bah, je vais sur ses notes à lui, ok, on va respecter les étapes qu'il a prévues. Donc, c'est important si il y a un MJ qui fait une proposition qui te plaît pas, de pas aller la casser, quoi. Faut juste pas pourrir le travail des autres. Mais ça, c'est presque du sens commun, mais bon, le bon sens, ça dépend de chacun. Ouais, et puis ça demande beaucoup d'énergie, du coup. Parce que si t'as des règles, entre guillemets, préécrites, enfin, il y a des endroits où des règles préécrites peuvent faire économiser de l'énergie à tout le monde. En fait, par exemple, si je discute avec l'autre, que son idée, je l'aime pas trop, tu vois, moi, ça peut me baisser ma hype. Je peux me dire, ah ouais, j'aurais pas vu ça dans la campagne, bon, je lui laisse. Tu vois, ça pompe de l'énergie, en fait, d'échanger. Et plus t'es nombreux, plus un fonctionnement informel devient de plus en plus compliqué, tu vois. C'est ça que je me dis, en fait. Après, je pense qu'il faut pas le voir comme une contrainte parce que si on est à 2 MJ, on a décidé de s'amuser ensemble, tu vois. On a pris la décision active. Si vraiment ça nous amusait pas de travailler ensemble, bah tu fais ta campagne sur un continent, je fais ma campagne sur un autre, on se croise jamais, ça va très bien. Tu vois, il y a un prérequis qui est, on a envie de jouer ensemble et de croiser, donc cette énergie, on a consenti à la mettre à la base. Tu vois, et si à un moment ça va plus, il faut en parler. Mais j'ai jamais eu le truc désagréable il part dans un truc qui vraiment me saoule et du coup je dois faire des pieds et des mains pour pas toucher à son truc et ça me saoule, quoi. C'est jamais arrivé de mon côté. Je pense que ça peut arriver, mais c'est qu'il y a un problème dans la proposition de base, dans la communication entre les MJ, quoi. Ok. Et un truc que tu disais que j'avais relevé, tu dis moi j'emmène les PJ. Si je vois par exemple que y a un truc qui est problématique, je sais pas quoi, moi j'emmène les PJ ailleurs, etc. Donc vous, dans votre organisation, quand les PJ s'inscrivent, dans quelle mesure c'est les PJ qui décident de ce qu'ils vont faire lors de la session et dans quelle mesure entre guillemets, ils viennent pour jouer? Toi, en fait, c'est toi qui choisis ce qui est joué ce soir. Est-ce qu'il y a aussi une interactivité, intersession entre les PJ et les MJ qui dirigent ce qui va se passer ensuite, tu vois? Bah, ça dépend beaucoup. Là, moi, j'arrive en fin de campagne, donc c'est un truc un peu classique, vous allez combattre un dragon colossal, et la séance du combat du dragon, elle est très écrite, parce que j'ai un certain canon esthétique, j'ai envie que ce soit badass et tout. Par contre, les 2 séances d'avant, je sais que j'ai rien écrit, et que c'est juste préparez-vous à combattre un dragon, et ils savent très bien qu'ils sont pas prêts, ils vont faire des pieds et des mains pour
pour essayer de tendre des pièges, construire des catapultes. Et du coup, on a un peu des séances checkpoint qui sont scénarisées où vraiment on guide les joueurs. Et il y a des trucs où il y a 15 minutes de début de session, c'est les personnages qui discutent in RP de stratégie, de qu'est-ce qu'on peut foutre, parce qu'ils sont en bac à sable, tu vois, au milieu de rien, et ils ont plus qu'à faire sortir la sagesse du néant, quoi. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as un truc à ajouter là-dessus? Moi, j'ai un peu posé toutes les questions qui me venaient en tête. J'espère que dans tous les cas que ça aidera. Comment... Ah merde, j'ai déjà supprimé le message. En fait, les gens, ils posent les questions sur Discord, et du coup, ça me fait une liste, et j'ai supprimé, donc je sais plus le nom de la personne qui pose la question. Ah bah non, elle vient de YouTube. Enfin bref, j'espère qu'on aura aidé cette personne. Est-ce que toi, t'as des trucs à ajouter? J'ai un dernier truc, c'est le PVP. Si jamais dans tes joueurs, tu fais jouer des factions qui sont antagonistes, il faut aller très lentement sur l'agenda de chaque faction. Il ne faut pas qu'il y ait une faction qui fasse une ellipse de 2 semaines et qui avance de fou quand l'autre, elle a pas d'ellipse et qu'elle doit tout jouer au jour le jour. Donc si tu fais du PVP, il faut aller très doucement, du genre « Oh, ils nous ont fait un coup de pute », il faut que les autres soient au courant avant qu'il y ait 2-3 nouveaux coups stratégiques qui soient joués. Donc c'est important de faire un ping-pong très très régulier entre les deux factions si tu fais du PVP. Et il faut que tout le monde soit conscient que on est là pour se foutre sur la gueule et pour s'entretuer, parce que après les gens ils sont pas contents quand leur personnage il meurt, bla. Oui, il y a du PVP, on va dire. Est-ce que dans votre PVP, comment vous gérez le PVP? Est-ce que c'est un truc un peu en fair play narratif transparent, je sais pas comment dire, genre on profite tous du plan des autres et on capitalise dessus, ou est-ce que c'est du PVP à secret, j'ai envie de dire, tu vois? Nous c'était du PVP à secret. En gros, il y avait sa faction à lui, c'est les 25, et ma faction à moi, c'est un peu les héros, les good guys. Les autres, c'est une espèce de secte, c'est tous des cultistes. Et moi, c'est des grands héros, mais ils sont moins nombreux, tu vois. Et du coup, eux, ils avaient des secrets, ils manipulaient l'environnement, ils mettaient des pièges un petit peu partout. Et moi, j'avais les aventuriers qui parcouraient le donjon, et les pièges étaient placés par d'autres joueurs, quoi. Donc, fallait juste équilibrer pour que chaque piège soit pas mortel, parce que les joueurs sont d'une cruauté folle quand il s'agit de faire des pièges. Il y a des trucs indétectables, les joueurs sont fous. J'ai oublié ta question. Ah oui, c'est vrai. Voilà, chaque MJ a une faction et on se tient au courant de tiens, je t'envoie le plan du donjon qu'ils ont fait. Et après, si jamais il y a un piège qui est trop fort, on fait qu'il y a un petit boulon qui saute pour que mes joueurs ils puissent faire des jets de perception, voir le piège avant que ça leur pète à la gueule, des choses comme ça. Ouais, ça c'est marrant, ça rappelle un peu certains formats de donjons un peu en tournoi, un peu compétitif, où t'as par exemple 2 groupes qui font le même donjon en même temps, je crois. Ils doivent le finir le plus vite possible. Donc forcément, il y a un biais puisque c'est pas le même MJ, par exemple. Mais en même temps. On commence à 20h et c'est course contre la montre. Je crois que j'avais vu ça. Et où en fait, genre par exemple, t'as groupe A, groupe B. Groupe A, il peut arriver dans une salle, trouver un artefact, casser la gueule de groupe B. Un peu comme... si tu joues à Mario Kart et qu'en fait ils trouvent une carapace de tortue et ils l'envoient sur l'équipe d'en face, et donc genre ils disent ok, on est réussi à être pote avec le troll dans notre version du donjon, du coup on le fait attaquer les PJ sur l'autre table, et en fait les MJ ils se parlent et l'autre il fait le troll arrive sur ton groupe, tu vois, et genre ils se balancent des trucs comme ça. J'avais vu un truc comme ça, enfin bref, c'est encore autre chose. Ça paraît difficile à faire, mais si t'as les 2 tables côte à côte avec le MJ qui se déplace, qui fait pas de soucis, il se lève, il va à l'autre table, il fait bon il y a un troll dans 3, 2, 1, c'est super marrant. En vrai, c'est trop drôle. Même des MJ qui échangent de table, ça pourrait être fun. C'est le bordel, hein, mais c'est fun. Yep. En gros, faut tenter des trucs et partez du principe que l'architecture elle va être compliquée, donc voilà, soyez souple et pas de choses trop précises. Yep. Je te propose de passer à une autre question. On va prendre une question salée. C'est une question de Uyop. Je crois que Uyop, c'est vraiment l'expert des questions salées. Je crois que c'est lui qui me posait les questions que je déteste. Du genre, quelle est la pire chaîne YouTube de jeux de rôle, tu vois? Non, là, c'est... Qu'est-ce que je réponds En gros, c'est qu'est-ce que je réponds aux gens relous. Parce que c'est qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui me dit t'as qu'à écrire un roman quand je lui dis que je joue avec un scénario, et qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui me dit t'as qu'à faire du théâtre quand je lui dis que je joue en impro. Ah ouais, on a vraiment les deux, on va se mettre tout le monde à dos avec ces questions, quoi. Les 2 questions antagonistes. Dans tous les cas, tu leur dis rien, tu les tapes. Bah ouais. Parce que question suivante. C'est des extrêmes. C'est des extrêmes, il n'y a pas de débat. Moi, je fais pas en vrai, ça te va si on se divise? Moi, je réponds à l'impro parce que je joue vraiment avec un post-it écrit au début de la séance. Et le scénario, je préfère pas répondre parce que c'est vraiment pas ma manière de jouer. J'écris jamais 4 pages avant de lancer une partie ou une campagne, quoi. Ça n'arrive pas. Vas-y, on commence par l'impro et on voit ce qui se passe. Vas-y. Du coup, quelqu'un qui aurait me dit t'as qu'à faire du théâtre, je dirais j'en fais, connard. Mais en vrai, il y a quelque chose de plus dans le jeu de rôle. C'est qu'on est tous à plusieurs. L'idée, c'est pas juste moi je suis en roue libre parce que je suis un gros flemmard. C'est plus j'ai envie de me laisser être vraiment connecté à mes joueurs.
Et moi, je sais que si j'écris, je me déconnecte de mes joueurs et je suis plus vraiment présent à la table, je suis plus assez à l'écoute. Du coup, pour moi, quand j'écris peu, c'est pour être connecté aux joueurs et comme ça, je peux aller fouiller leurs fiches, répondre à ce qu'ils ont fait, à la psyché de leur personnage. On peut aller explorer un peu plus en étant vraiment connecté à la table. Donc moi, je fais de l'impro pour rester connecté aux joueurs et pour pas m'enfermer dans ma tête, j'ai envie qu'on aille jouer ça. C'est cool d'avoir un point, un climax où tu veux arriver qui est écrit. Mais si t'en as 17 dans ta séance, les joueurs ils perdent de la gentilité quoi. Ils ont plus qu'à choisir s'ils marchent à gauche ou à droite, mais globalement c'est presque triste. Yes, et puis en plus, c'est marrant parce que moi j'aurais pas mis dans la bouche de celui qui parle de théâtre, t'as qu'à faire du théâtre. Enfin, comment dire, pour moi, les gens qui disent t'as qu'à faire du théâtre, c'est en gros. C'est souvent plus les gens, enfin c'est plutôt une sorte de phrase toute faite, mais pas pour répondre à quelqu'un qui fait de l'impro pour moi. C'est plus pour répondre à quelqu'un qui joue sans règles. Ah oui, genre tu joues, tu lances pas les dés ou t'en lances 2 dans la séance quand c'est impactant. Et dans ce cas-là, pourquoi tu fais du jeu de rôle quoi? C'est plus du jeu de rôle, c'est du théâtre. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, quelqu'un qui joue en impro, comment je l'insulterais, tu vois, si je suis un connard? Je sais pas. Je sais pas. Si j'étais un En fait, je joue un peu en impro en partie, donc... Non. En fait, t'as qu'à faire du théâtre. Pour moi, c'est plutôt... On va dire que c'est on est d'accord, ces phrases sont bêtes et c'est un peu des réactions épidermiques. C'est genre, je comprends pas ce que tu fais et ce que t'aimes bien, et donc je te réponds comme ça. Et pour moi, le truc... moi, ce que je dis souvent, ça, je peux le dire, c'est quand je suis en train de faire une partie de jeu de rôle, mais où il y a vraiment quasiment aucune règle, je perds de l'intérêt parce que j'ai l'impression qu'on fait juste la dinette, tu vois. Ouais, mais on fait trop ce qu'on veut, quoi. Je vais pas dire au mec t'as qu'à faire du théâtre, tu vois. Enfin, en gros, t'as qu'à faire du théâtre, c'est une sorte d'attaque. C'est ça, surtout que ce serait péjoratif pour le théâtre, alors que c'est très bien de faire du théâtre. En fait, les gens, ils font ce qu'ils aiment, et c'est très bien. Et t'as qu'à écrire. Ah, j'aime bien cette question. C'est dur de répondre intelligemment à une attaque aussi bête, quoi. Yep. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu joues en total impro? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ça, c'est intéressant. Toi, par exemple, là, tu as dit, moi, je joue en impro pour être mieux connecté avec la table. C'est parce que tu ressens, en tant que MJ, que si tu fais une prep, ça t'introduit un biais à toi qui te rend pas agréable l'activité jeu de rôle, en fait. Ça. Je pense que je suis moins... Moi, je prends moins de plaisir quand je le fais. Et je pense, mais là je suis à l'intérieur de moi donc c'est difficile, mais je pense que je suis moins agréable pour la table parce que je réfléchis plus à mon plan et je suis plus du tout connecté aux joueurs. J'ai l'impression de l'avoir joué 2 fois quoi. La fois quand je l'écris et quand je suis à la table je m'emmerde parce que c'est bon, je sais où on va, c'est chiant. Et du coup l'impro il y a peut-être un côté artificiel de je vais leur sauver le cul pour qu'on aille à la suite. Mais en fait, c'est marrant, tu vois. S'ils ont fait des loopings avec un dragon alors que normalement c'était pas possible de le dresser, on s'en fout. Ils ont fait des loopings avec un dragon. On a une anecdote, on a passé une bonne soirée. Surtout, je pense, là, dans les questions, il y a un truc qui est un peu particulier. C'est que ça aussi, ça veut un peu rien dire. Dire je joue en impro ou je joue avec un scénario. Oui, il n'y a pas de type de MJ. Parce qu'en fait, quand tu as un scénario, il y a plein de manières de se servir du scénario. Soit tu essayes d'imposer le scénario aux joueurs, soit t'as quelques scènes que tu essayes d'amener, mais tout autour, t'improvises. Soit tu te dis, OK, ils font pas du tout ce que j'avais écrit dans mon scénario, j'improvise. Enfin, en fait, le scénario, c'est un outil. L'impro, c'est une pratique, tu vois. Et les deux peuvent se mélanger, quoi. Surtout que, pour moi, en fait, tout le monde prépare sa séance. Enfin, tous les MJ ont prévu quelque chose en tête. C'est juste... Il y en a qui ont besoin de l'écrire, de le poser sur papier, puis ça leur fait plaisir d'écrire, tu vois, ils ont un plaisir là-dedans. Et il y en a d'autres, ils le font sur le vif. Mais dans tous les cas, il y a un moment de ta séance, que ce soit 3 secondes avant que les joueurs le jouent ou 3 heures, il y a un moment où tu vas prévoir quelque chose dans ta tête et tu vas guider les joueurs vers ça. Et si je prévois un piège 3 secondes avant que les joueurs ils entrent dans la pièce, pour eux, ce sera le même ressenti que si je l'avais prévu depuis 2 semaines, quoi. Yep. Et en fait, c'est pour toi que ce sera pas le même ressenti. Ça, c'est le truc où souvent ça crée une sorte de biais. Moi, quand je dis souvent, moi j'ai besoin d'avoir des règles, des contraintes en tant que MJ, etc. Et en fait, c'est pas tellement... Parfois, c'est pour les joueurs. Parce qu'en fait, il y a une méta-connaissance. C'est-à-dire que si je sais que tu joues en impro, on peut faire ce qu'on veut, à moins que tu me caches complètement ta manière de faire, je sais que tu joues en impro ou je sais que tu joues pas en impro. Tu pourrais genre faire le magicien, tu vois, et me dire non, je te dis absolument pas si je prépare, etc. Ne jamais me parler de comment tu fais. Et par exemple, ça me ferait me demander pendant la partie, est-ce que ça, il l'a improvisé? Est-ce qu'il l'a pas improvisé? Potentiellement. En fait, il y a toujours du méta, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont tu parles souvent. Je crois que je fais partie de la catégorie de MJ que t'aimes pas. Parce que moi, pour le coup, je suis vraiment du côté illusionniste. J'aime bien que les joueurs sachent pas, des fois, si c'est honnête ou pas. Parce que je suis un peu du côté, on joue pour le show. Tu vois, genre pour moi, c'est... je le vois un peu comme... c'est un peu un spectacle du MJ quand même. Alors, c'est pas le cas à toutes mes tables. Quand on joue entre potes, c'est pas pareil que quand on joue avec des gens qu'on connaît pas.
Mais typiquement, t'es en initiation, ça va être juste un espèce de gros one-man show où on va lancer des dés, mais globalement, je vous amène le spectacle, quoi. Yes. Bah, déjà, il n'y a pas de catégorie de MJ que j'aime pas. Enfin, en fait, si. T'as raison. Ah, Je crois que tu fasses full impro ou que ce soit un scénario, même que tu sois un MJ genre super dirigiste, tu vois, ce qui est quand même assez rare, hein, mais ça existe, tu vois. En fait, si je sais à quelle sauce je vais être mangé, j'apprécie beaucoup plus l'expérience. Genre, par exemple, tu me dis, ok, je vous propose de jouer ce scénario de l'appel de Cthulhu. Je vais jouer de manière à découvrir le scénario. Tu vois, je serais un peu une enflure de dire, ok, on va jouer ton scénario et de me dire, ok, maintenant je sais qu'il a un scénario, et ben je vais faire n'importe quoi et on va voir s'il arrive à improviser. Tu vois, ça, c'est pas le bon comportement. Par contre, si tu me dis, le MJ, j'ai l'impression d'être dirigé et il m'a pas dit que tout était préparé à l'avance, bah j'ai beaucoup plus de mal à accepter cette sensation d'être dirigé, tu vois. Parce que je me dis, attends, mais là, j'ai essayé de faire ça. Pourquoi on n'a pas jeté les dés, tu vois, ça me semble possible. Ou alors pourquoi il a vite mis ça sous le tapis, il est passé à un autre joueur et finalement mon idée, elle a été supplantée par celle d'un autre, tu vois. Genre, je commence à me dire, est-ce que... Et en fait, ça me le fait pas si je sais que ça va être super... tu vois, je peux apprécier genre vraiment un bon... comment j'avais appelé ça à toi ? Un bon train fantôme, tu vois. Bah, je crois que le truc, pour moi, c'est plus l'inverse. Je fais pas souvent croire aux joueurs que c'est improvisé alors que c'est écrit. Déjà parce que je n'aime pas tant écrire mes séances. Par contre, je fais souvent l'inverse. Je leur fais souvent croire qu'il y avait un truc écrit et que j'ai dû improviser. Alors que, bon, les joueurs qui me connaissent, ils savent très bien que dans tous les cas, je pars avec un post-it et je m'en fous. Mais je crois qu'il y a un plaisir de joueur quelque part de se dire, là, j'ai fait quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Et en fait, moi, derrière, je suis en mode, écoute, frérot, j'ai juste pensé à rien et t'as juste fait quelque chose. Mais les joueurs, des fois, ils aiment bien se dire, putain, j'ai cassé le scénar, trop bien. Et moi, si je fais un peu du drama, je fais un peu, oh là là, non, je n'ai rien prévu, comment vais-je bien pouvoir faire ? Et tu vois, le joueur, ça lui fait plaisir. Donc, c'est un peu simulé, en fait. Ouais, en fait, je simule. Dans le jeu de rôle. T'es un MJ simulationniste. Mais si ça lui fait plaisir... Si ça lui fait plaisir de se dire j'ai cassé le scénar alors qu'il n'y en avait pas, je me dis oh non, et je jette tout mon cahier, tu vois, alors qu'en fait le cahier il est vide et c'est un cahier de maths de 3ème, tu vois, je m'en fous. Mais c'est du spectacle, mais c'est pour que tout le monde passe un bon moment, quoi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, un autre truc sur t'as qu'à écrire un roman, pareil, en fait, le mec, tu dis j'ai un scénario, il dit bah, t'as qu'à écrire un roman, tu vois, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Parce qu'en fait, quand t'as un scénario, ça va dépendre de ta capacité de te départir de ce scénario. En fait, le scénario va forcément créer un biais. C'est-à-dire que si j'ai un scénario, je vais me poser la question de est-ce que je les amène vers le scénario ? Est-ce que je les amène pas vers le scénario ? Le potard, il y a tout un nuancier, quoi. Il y a tout un spectre. T'as des MJ qui vont ultra se départir du scénario, d'autres qui vont pas du tout se départir du scénario, parfois par principe, parfois inconsciemment. Tu vois, genre, tu peux avoir un MJ qui dit j'ai un scénario et le but du jeu de rôle, c'est de faire jouer des scénarios. Donc, j'essaie activement de faire que le scénario s'applique à la lettre. Souvent, c'est des MJ débutants. Et parfois, c'est un style. Et genre, c'est assumé. Et en gros, ce que tu fais, en fait, en préparant moins en forme de scénario, en changeant ta préparation, etc., bon, c'est un peu nébuleux. Hein. Mais ça change ta manière de réfléchir. Si je fais un truc en bullet point, ou alors si je fais un truc avec des lignes reliées entre elles, etc., ça va changer ma manière de réfléchir. Ça va plus ou moins être confortable pendant la partie. Et je pense que moi, je relate. Je comprends ce que tu veux dire sur l'impro. Il y a des endroits où je fais exprès de ne pas préparer pour me retirer un biais qui, je sais, va me gâcher mon plaisir. Et en fait, c'est pas forcément en pensant aux joueurs. C'est vraiment pour moi le kiff. Tu vois ? Oui, c'est clair. Et je pense que le truc t'as qu'à écrire un roman, c'est pareil, c'est genre, je pense que c'est moins en lien avec le scénario pour moi que je sors d'une séance où j'ai l'impression que le mec il a fait que d'écrire son univers, qu'on a quasiment pas parlé, qu'on a fait que l'écouter. Là je me dis, t'as qu'à écrire un roman peut-être, tu vois, dans ma tête. J'ai eu une partie comme ça où c'était plus, j'ai eu l'impression qu'on m'a retiré mon agentivité. Je suis pas joueur souvent, donc quand je le suis, je suis très critique. Et là c'était en gros, c'est un one shot, on a des pré-tirés. Et pendant le one-shot, on a une petite aparté où le MJ fait « Putain, personne n'a jamais fait ça avec le personnage, intéressant ». On continue la partie. Et à la fin de la partie, mon personnage qui est censé être un traître, et je l'avais fait se repentir, et le MJ il a fait « Putain, personne a jamais fait ça de faire des aveux et tout ». Et à la fin, je me tape la scène qu'il avait prévue, où ça se sent, il décrit son truc comme d'habitude, et mon personnage se fait choper, il se fait humilier en place publique et tout. Et je me suis dit « Putain, j'avais fait quelque chose que tu me dis qu'on l'avait jamais fait ».
et à la fin, je me tape quand même la seule fin qui est possible pour ce personnage. Et là, j'étais vraiment en mode, bah, écris un roman, connard, tu vois. Parce que j'étais vraiment en mode, tu m'as juste donné la fin, et pendant le trajet, tu m'as fait croire que je faisais ce que je veux. Mais c'était très artificiel, tu vois, je l'ai un peu mal vécu. Ah bah ouais. Moi, je pense que si tu prends hors contexte, enfin, si tu vois des mecs qui disent t'as qu'à écrire un roman, t'as qu'à faire du théâtre, c'est un peu une réaction épidermique, réseaux sociaux, un peu. C'est une sorte de réflexe, un peu, tu vois. Genre, Oui, c'est au moment, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu discutes, etc., ça se nuance très très vite, quoi, ce truc. Mais du coup, est-ce qu'il y a une réponse? Qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui me dit t'as qu'à écrire un roman quand je lui dis que je joue avec un scénario? Je dis, moi, je pense, je lui dirais, bah, j'ai un scénario, c'est pour me préparer dans ma tête à l'imprévu, mais je suis prêt à improviser quand même, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, pour moi, si la personne ne fait pas l'effort d'être pertinent, il y a pas de réponse, tu vois. Sauf si c'est les stats, parce que lui, on sait que c'est un connard, tu vois, si quelqu'un parle vraiment comme ça, c'est chaud, y a pas vraiment de suite à la discussion. Je suis en mode, ouais, bah, je devrais faire ça, t'as raison. Et après, on change de sujet. Yep. C'est trop épidermique, justement. C'est intéressant d'avoir une discussion avec quelqu'un de posé, mais c'est pas marrant avec quelqu'un qui est juste énervé, quoi. Parce qu'on on s'écoute plus après. Yep, yep. D'ailleurs, je trouve que t'es un peu énervé. On va passer à notre question. On va vite. On va très vite. Faut que je trouve une question. Ah, ça c'est pas mal. Enfin, c'est encore une question un peu merdique. Mais je me dis, voilà, on est détendu. On va pouvoir y répondre. Comment je fais pour éjecter un joueur toxique de ma table? Corollaire, comment je fais pour m'extraire d'une table toxique ou avec un meneur toxique? Donc, est-ce qu'il y a pas une question sous-jacente de comment je le fais sans blesser personne? Parce qu'en vrai, comment je le fais, c'est 2 boutons, quoi. Je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi qu'est-ce que c'est être toxique. Et qu'est-ce que c'est être toxique? Eh ben, on y va. Qu'est-ce que c'est un joueur toxique à la table? J'ai eu des joueurs pas agréables. Ça nous est tous arrivé, je pense. Et des fois, c'est juste que on n'a pas bien exposé ce qu'on attendait. Tu vois, il y a eu un problème de communication. Le joueur, il vient avec comment lui, il apprécie le jeu de rôle. Moi, je viens avec comment j'apprécie ma table. Et je pars du principe que tous les joueurs vont se comporter comme j'ai envie qu'ils le fassent. Et des fois, ça se passe mal juste parce que on se combine mal. Donc, soit on peut en discuter et puis, bah, on essaye d'ajuster un peu nos styles de jeu pour passer un bon moment ensemble. Et soit t'as essayé de discuter, ça se passe mal. Et bon, bah, y a pas à le prendre mal si juste on a des manières de prendre plaisir sur le média différentes, quoi. Des fois, c'est juste, bon, bah, lui, il va probablement pas prendre de plaisir à la table si le meneur et les autres joueurs en prennent pas. Alors, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient en mode, j'adore péter les couilles de toute la table et qu'on me déteste. Bah, ah non, elle est vraiment super compliquée cette question. Parce qu'en fait, t'as déjà le côté toxique. Toxique, c'est un peu je vais pas dire que c'est un buzzword, mais un peu. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, d'une situation à une autre, d'un moment à un autre, d'une culture à une autre, les mêmes comportements ne sont pas considérés comme toxiques. Donc en fait, pour moi, il y a un problème récurrent. T'essayes d'en parler, la personne ne veut pas entendre ce que tu ressens, malgré le fait que tu lui en parles. Et dans ce cas-là, pour moi, la question, elle est ultra simple. C'est ce que tu dis, c'est éjecte. Donc en fait, la question, c'est presque, pour moi, plus à partir de quel moment je peux considérer que c'est irrattrapable. Mais j'ai quand même l'impression que c'est encore situationnel. C'est pas facile comme question. Et un meneur toxique, bon, moi, je suis pas énormément joueur, donc je me rends pas compte. Souvent, ça doit être moi le meneur toxique. C'est quoi un meneur toxique pour toi, Hugo? Bah, je sais pas. En fait, comme je disais, pour moi, c'est subjectif. Genre, si je suis à la table... Bon, simplifions en enlevant toxique. Disons, comment je fais pour partir d'un groupe où je m'amuse plus et comment je fais pour, et c'est plus difficile, exclure quelqu'un avec qui je m'amuse pas, tu vois. Je trouve que c'est plus difficile. C'est plus facile de partir du groupe, potentiellement, que de virer un mec, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de violent parce que tu t'imposes ta volonté à quelqu'un d'autre, quoi. Sauf si t'es sous emprise. Mais bon, là, on parle, je pense qu'on est hors sujet, genre, des capacités de maître du jeu, tu vois. Enfin, genre, si t'as tellement une sorte de pression que t'arrives pas à partir de ta table, enfin, c'est que t'es dans une situation grave, quoi. Genre, ouais. Du coup, je pense que si c'est toi, tu dois te barrer. Bon, c'est un peu le coup classique de si tu veux être poli, tu fais un message où t'expliques ton ressenti, pourquoi ça te va pas de ressentir ça, et tu t'en vas poliment, quoi. Juste exprimer que tu te sens comme ça, que ça te convient pas et tu t'en vas. Je pense que c'est la manière la plus souple de le faire. Éjecter quelqu'un, c'est dur. Moi, je laisserais une chance à la personne quand même. On se dit les choses. Ou alors, faut vraiment qu'il ait claqué un joueur physiquement à ma table, et là, il n'y a pas d'explication, il dégage, mais ça n'arrive pas. J'ai jamais vécu ça, j'espère que je le vivrai jamais. Ouais, en fait, je trouve que la question est presque plus intéressante dans la résolution du problème que dans le fait d'être arrivé au stade il faut éjecter quelqu'un ou au stade je dois partir. Parce qu'en fait, si tu te dis je dois éjecter ce joueur, ben t'en parles aux autres, j'ai envie de dire il y a pas de, ça n'a plus aucun rapport avec le jeu de rôle en fait à ce moment-là.
Alors que Ah, c'est quand ça. la question c'est ok, je m'amuse pas trop avec cette personne, on est encore dans la conversation autour du jeu de rôle. Parce que Yep. c'est je m'amuse Oh, pas trop avec cette personne quand je fais du jeu de rôle, tu vois? il y a même des fois où il n'y a pas besoin de le dire. Alors là, la personne, elle parle probablement d'un groupe fixe, mais nous, on joue beaucoup en ligne avec des gens. Et si pendant un one-shot, il y a quelqu'un avec qui je m'amuse pas, bon bah, je vais juste plus jouer avec cette personne et plus lui proposer de table. Mais ça va s'arrêter là globalement, quoi. Yep. Il y a un peu un truc d'être coincé avec la personne. Donc peut-être c'est une bande de potes qui se connaissent et ils jouent en physique, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça, il y a des liens interpersonnels. Yes. Moi, je dirais déjà que je fais pas du tout la différence entre un meneur toxique et un joueur toxique. En fait, là, on parle d'une personne, on en est au stade où, vraiment, on la met dans la case toxique, quoi. Ouais. Donc, Il pourrit l'expérience des autres, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, peu importe qu'il soit meneur ou joueur, pour moi, ça change pas grand-chose. En fait, la position de MJ, c'est juste une position de jeu, quoi, normalement. Genre, c'est-à-dire que si à la table, on trouve tous que le meneur, il est trop chiant, bah, en fait, on peut jouer entre nous sans lui, quoi. On peut même continuer sa campagne sans lui. Enfin, je veux dire, genre, tu sais, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pas genre, si on s'en va, on n'a pas le droit de continuer ce qu'on avait commencé. Parce qu'il y avait le MJ, tu vois. C'était son monde. Mais tu t'en tamponnes, en fait. T'es en mode, ok, on s'est éclaté jusqu'à maintenant, mais là, ça commence à devenir vraiment chiant parce que, je sais pas, tu nous insultes à chaque partie, mec. Donc, on va juste partir et on va continuer sans toi, quoi. Enfin, genre, je sais pas. Je pense, en fait, je me En vrai, tournerai vers les autres, je leur demanderai leur avis. ouais. J'essaierai aussi de voir avec la personne. C'est. Pour moi, on est dans des trucs de relations sociales, on parle plus de jeu de rôle, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. J'étais en train de réfléchir et là, j'ai déjà éjecté des joueurs de mes tables, mais c'est pas pendant la session, il fait un truc de fou et il revient jamais, quoi. Souvent, c'est un petit peu autour que la personne elle a un comportement bizarre ou quoi, et on prend la décision. En plus, c'est sur un serveur Discord, donc c'est plus, il a enfreint la charte, on doit le bannir parce que on doit faire en sorte d'avoir un cadre sain et la personne elle dégage, quoi. Mais à la table, j'ai déjà eu un joueur qui en a insulté un autre et vraiment ça venait du cœur, tu vois. Et t'es un peu sur le cul quand ça arrive parce que t'es jamais prêt à ce que HRP il y ait une insulte de personne à personne. Enfin, moi en tout cas, j'étais pas prêt la première fois. Et il dit mais ferme ta gueule, toi, nique ta mère. Et tu fais wow. Et tout le monde redescend. Ok, on fait un combat. J'ai d'initiative. Je pense que j'aurais dû faire ça, mais c'était lunaire. Et bah à la fin de la session, on en discute juste. Hein. On est en mode quand même, on n'insulte pas les gens. Qu'est-ce qui t'a pris, connard? Ouais, moi, en fait, j'ai envie de dire, j'ai peut-être un truc. Voilà, c'est perso. Déjà, je trouve que c'est pas un sujet de jeu de rôle. À partir du moment où tu Oui. considères qu'une personne est toxique, c'est pas un sujet de jeu de rôle. Et du coup, ce que je dirais, c'est que tu ne dois pas le régler dans le jeu. Voilà. Oui, il faut pas le régler avec la fiction. Typiquement, le truc de bah faites un combat, c'est pas une bonne idée. Ouais, je pense que ça sert à que dalle, quoi. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin sur la question, honnêtement, elle m'inspire pas plus que ça. Ok, bah ouais, réglez ça entre vous comme des grands, finalement. Discutez, faites votre tambouille. C'est ça. Donc, on va en prendre une autre, Bon, là, on entre dans du design. À force de modder un jeu, à partir de quand on peut dire qu'on ne joue plus encore à ce jeu, qu'on joue plus encore au jeu de base? Ah, on part dans le débat de qu'est-ce qui fait l'essence d'un jeu. Est-ce que si tu tires 3 mécaniques, tu joues vraiment à l'essence de ce que c'est ce jeu? Eh bah, Nick. T'as une idée, toi, là-dessus, non? Bah, en vrai, moi je fais du homebrew, donc le jeu se construit plus autour du MJ dans mon expérience, enfin dans ma manière de pratiquer, c'est tu joues pas vraiment à les comptes de crit, tu joues au jeu de glyphes, quoi. Tu joues à Glyph. Oh waouh, tu joues à glyphes. Est-ce qu'on joue plus au jeu de base? Bah ça m'arrive beaucoup de lire des jeux de rôle et d'en prendre des mécaniques. Genre j'ai lu un jeu de rôle de super-héros il y a pas longtemps et j'ai tiré 3 mécaniques alors que j'ai lu 1000 pages, tu vois. Donc je fais pas jouer à ce jeu, mais je fais jouer ce qui me paraît bien représenter le style de jeu. Donc pour moi, si on veut être vraiment stricto sensu, tu joues au jeu que si t'appliques toutes les règles. Mais après, j'embêterai jamais quelqu'un en mode tu joues pas vraiment à Donjons et Dragons si t'appliques pas la règle du voyage. C'est Ouais, je pense, la question, moi, dans la manière dont elle est posée, en fait, déjà, ça n'a pas un énorme enjeu. En fait, à quel moment cette question a un enjeu, je pense, c'est quand ça subvertit les attentes de la personne. Par exemple, si je te dis, on joue à Donjons et Dragons, crée-toi un personnage, t'as choisi des sorts, t'as choisi des trucs pour ton personnage, t'as choisi des trucs, et tu t'attends à jouer à ça, et je te dis, non, ça, on va pas le faire. Ah, ça, par contre, ton sort, il marche pas. Et en fait, Et tu reviens en arrière sur tout ce que j'ai préparé, quoi. c'est ça. Pour moi, l'enjeu, je pense, c'est une sorte d'histoire d'honnêteté intellectuelle. C'est ça la question qui se pose. C'est une histoire d'honnêteté intellectuelle. Parce que sinon, on s'en tape, en fait, dans le fond, tu vois, du sujet. C'est méga philo. Enfin, c'est méga théorique, high concept. Mais où est-ce que c'est chiant dans la pratique? Je pense que c'est le moment où tu dis
à quelqu'un, venez, on va jouer à tel jeu, sauf qu'il y aura cette règle, cette règle, cette règle, cette règle, cette règle. Déjà, si c'est pas su en amont, c'est hyper énervant, parce que en fait, des fois, tu t'inscris à une partie pour jouer à un jeu, parce que tu as envie de jouer à ce jeu. Et si tu te rends compte que toutes les règles sont changées, tu te dis, bah c'est dommage, on n'a pas joué au jeu. Tu vois, c'est à ce moment-là que ça peut devenir, un contentieux, quoi. Je pense que chacun a un seuil de tolérance différent, entre guillemets. Et je pense qu'il y a des mécaniques, effectivement, qui sont plus core que d'autres. Par exemple, tu me dis, on va jouer à Donjons et Dragons, mais on va pas acheter les dés. Je suis en mode, non, on va pas jouer à Donjons et Dragons. On va jouer à un autre jeu. Sois honnête. Et si ça tombe, j'ai envie de jouer à cet autre jeu. Mais on joue pas à Donjons et Dragons. Tu vois, c'est ça, en fait, le cœur de la question. Après, je pense que c'est aussi une question qui est pour un certain type de joueur. Tu vois, par exemple, ça nous est arrivé à toi et moi, on a fait une partie de Shinobi Kami, et le truc, c'était, on va tester le jeu. Donc, j'espère que le MJ a essayé de pas le changer et d'avoir une expérience fidèle à ce que c'est censé être. Alors que quand t'es juste avec des potes et que l'enjeu de la soirée c'est c'est juste prendre du plaisir, en fait on s'en fout que le jeu il soit modé. Oui. Ça s'applique que si l'enjeu de la table c'est vraiment avoir l'expérience de ce jeu parce qu'on le connaît pas, on veut se plonger. Et il y a des jeux qui sont faits pour ça. Je pense que Vampire c'est important tu vois, typiquement c'est un jeu qui te projette une expérience, alors qu'il y a des jeux qui sont plus légers et qui sont juste en mode, c'est une manière de faire du jeu de rôle qui est juste accessible pour les gens qui ont besoin de s'initier un peu. Ouais, donc, je pense que c'est important, si c'est quelque chose qui est important pour tous les joueurs, de vraiment se projeter dans l'expérience réelle du jeu. Ouais, en fait, la question, elle est pas sur un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux dire que tu peux jouer comme tu veux, en fait, et t'amuser comme tu veux. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. L'enjeu, c'est comment tu présentes l'expérience à l'autre. Et au moment où il l'accepte, en fait, il consent à jouer à un truc. Et en fait, toi, tu viens, en modifiant plein de trucs, en fait, tu ne réponds pas aux attentes qu'il avait. En fait, ça peut être ça le problème, quoi. C'est juste ça. Et d'ailleurs, comme tu le dis très bien, souvent, les débutants, mais vraiment les débutants, on va dire, j'ai jamais fait de jeu de rôle, j'aimerais bien que tu me fasses un jeu de rôle. Ils s'en tapent complètement. Mais par exemple, tu as un débutant, il dit j'aimerais bien jouer à Donjons et Dragons, et tu lui fais jouer à Savage World et tu dis c'est Donjons et Dragons. En fait, c'est pour ça que pour moi c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle. Genre moi je serais déçu par exemple si tu vois, si tu me dis on va jouer au Conte de Crit et que tu me dis c'est un jeu homebrew, les règles on change souvent, il y a beaucoup d'impro, etc. Honnêtement, c'est pas forcément le truc qui va le plus m'attirer, mais si je viens, je vais pas te dire ouais en fait tu vas commencer à râler. Maintenant, si je joue, s'il y a quelqu'un qui me dit on va jouer à l'appel de Cthulhu, on a une fiche de compétences et tout, et je commence à dire ok, j'aimerais bien faire cette action, en espérant moi interagir avec le jeu, qu'on va faire le jet de compétences et tout, et qu'on fait non, je suis plus là, nous on est plus là pour l'ambiance. Je suis en mode bah dis-le-moi avant qu'on joue quoi. Explique-moi en fait le jeu auquel je vais jouer et jouons-y. C'est un peu ça quoi. C'est un peu qu'on soit d'accord sur la proposition, sur ce pourquoi on vient. Yep. Et maintenant, si on prend d'un point de vue plus théorique, parce que là c'était questionner la raison d'être de la question même. Si on regarde à force de modder un jeu, à partir de quand on peut plus dire qu'on joue encore au jeu de base, je dirais que c'est une sorte de proportion. Je pense, dans les jeux de rôle, il y a un peu une sorte de construction quand même où t'as un système de résolution qui est au cœur dans la plupart des jeux, genre un truc de base, et ensuite t'as que... Souvent, c'est des jeux qui fonctionnent par exception. C'est-à-dire que tu as une règle générale, puis ensuite tu as des exceptions à la règle, et plus tu t'avances dans le design du jeu vers les exceptions, moins elles sont importantes potentiellement, sauf si elles ont été choisies par les joueurs en fait. Genre, pour prendre un exemple, jouer à Donjons et Dragons, la règle de boule de feu, d'une certaine façon, on s'en tape jusqu'à ce que quelqu'un ait choisi d'avoir le sort boule de feu. Mais par contre, si on jette pas des D20 et on joue sans classe, etc., je sais pas si on peut encore dire qu'on joue à Donjons et Dragons. C'est un autre jeu et il faut peut-être lui trouver un autre nom, quoi. D'ailleurs, est-ce que pour toi c'est plus respecter le système ou est-ce que c'est plus respecter le lore pour les jeux qui ont du lore? Tu vois, est-ce que jouer à Donjons et Dragons, c'est jouer dans son canon esthétique, ou est-ce que c'est jouer avec son système, ou est-ce qu'en fait c'est pas binaire et que c'est un peu un mélange des deux? Moi je dirais que c'est pas binaire, c'est un peu un mélange des deux. Parce que je pourrais dire, vas-y, on va jouer à l'appel de Cthulhu, mais avec Cthulhu Hack, qui est un jeu qui sert exactement à jouer dans les univers de Lovecraft, etc. Donc a priori, l'univers et tout... dans lequel on va se projeter, c'est le même, mais ce sera pas les mêmes règles. Et en gros, si je te dis, on joue dans si je précise, on va jouer à l'appel de Cthulhu avec le Cthulhu Hack, je te précise l'univers dans lequel on va jouer, donc hop, je crée chez toi l'attente qu'on joue dans cet univers, et je te dis, on va jouer avec le Cthulhu Hack, et hop, je crée chez toi l'attente qu'on joue avec le Cthulhu Hack. Maintenant, tu peux le voir autrement. Par exemple, je te dis, on va jouer à Donjons et Dragons, et je te dis pas que ça va être de la science-fiction. Bah peut-être... Ah ouais.
Il n'y pareil, aura ni donjon ni dragon, quoi. c'est ça. Genre moi je crée un... Bon c'est un peu bizarre comme exemple, mais encore que, je crée un paladin, je sais pas quoi, tu vois, je m'imagine, ouais, en fait il va y avoir un univers médiéval fantastique avec des cultes et tout, et dès le début de la partie, hop, apparemment on passe dans un portail, on arrive dans Star Wars et je suis un paladin orc dans Star Wars, tu vois. Bah peut-être que de la même manière, je vais être un peu en mode, mais en fait au début je m'étais inscrit pour jouer à Donjons et Dragons, tu vois. Donc je pense que les deux composantes existent et que c'est pour ça qu'on a des... Et que c'est vraiment cool de savoir mettre des mots en fait sur ce qu'on fait pour justement pas créer la déception, réussir à être précis, tu vois, sur ce à quoi on va jouer, ce qu'on a envie de faire et tout, quoi. Yep. Là, j'ai relu la question, il y a un autre angle qui m'apparaît. Et je pense qu'il parle du point de vue du MJ de à force de modder un jeu. Donc pour moi, c'est genre, on a commencé avec Donjons et Dragons, genre édition 3, et en fait, on a déformé des règles parce que celle-là, elle nous embête, celle-là, elle est compliquée. Tu vois, et on tire des trucs de droite à gauche de jeu. Et là, ça fait 5 ans qu'on fait jouer. Est-ce que c'est encore Donjons et Dragons? C'est un peu c'est le bateau le bateau de Thésée, je crois. Ce truc de si jamais on change le mât, le gouvernail, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée, tu vois? Et bon, bah du coup, c'est une question philosophique sans fin. Mais on s'en fout. Parce que vous jouez à la manière dont votre table, elle sait approprier le jeu. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est un peu ce que moi je défends dans mon jeu à moi, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai écrit un jeu qui s'appelle Les Contes de Crit, mais à ma table, on joue les contes de Glyph, on joue la manière dont je l'ai déformé, la culture que mes joueurs ils ont amené, etc., etc. Et je pense que c'est un peu pareil pour... tu fais toujours jouer la version du compteur, même pas que du compteur, la version de cette table précise du jeu. Yep, parce que les modifications de règles, souvent, le fait qu'on ignore telle règle, qu'on ait modifié telle règle et tout, ça vient du terrain, des joueurs, de ce que eux ils attendent du jeu. Et du coup, effectivement, là, en fait, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de problème au fond. Enfin, il n'y a pas de problème de valeur et tout. Genre, tout le monde joue comme il veut au jeu qu'il veut. Je pense souvent ce qui est le point d'accrochage qu'il y a des fois sur les discussions autour des jeux, c'est plutôt les gens qui te disent ouais, on a joué à Donjons et Dragons ou à n'importe quel autre jeu et en fait on a tout modifié dès le début et des fois du coup toi t'as envie de discuter avec la personne du jeu. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment... En fait, c'est un jeu complètement transformé. C'est souvent ça le point d'accroche. Ou pareil, les gens qui disent ah, moi, j'ai adoré ce jeu, mais on en a changé toutes les règles. Et donc, tu dis, bah, du coup, t'as pas adoré le jeu puisque t'as changé toutes les règles. T'aurais préféré jouer à un autre jeu. C'est juste au début, t'avais un jeu qui t'allait pas et t'as fini par créer une sorte de nouveau jeu qui te va, mais du coup, t'as pas vraiment joué au jeu original. Donc, tu n'as pas adoré le jeu. Tu vois, en fait, c'est ça qui crée une sorte de... les attentes que t'avais et comment t'as fait rentrer un rond dans un carré après, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus flagrant sur tous les jeux, on va dire, les plus mainstream. Parce que par exemple, ça c'est un truc. Donjons et Dragons, comme c'est le jeu le plus mainstream, et ben il a généré plein d'autres jeux parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit putain, ça a l'air trop bien de jouer à Donjons et Dragons. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que Donjons et Dragons ça leur allait pas, et donc ils ont créé des nouveaux jeux. L'Appel de Cthulhu, c'est pareil, t'as plein de versions de l'Appel de Cthulhu à toutes les sauces, etc. parce que c'est un phénomène culturel. Mais en fait, tout le monde n'a pas envie de jouer avec les règles de l'Appel de Cthulhu. Là où des petits jeux moins connus, bah, il y a beaucoup moins ce côté-là, parce qu'en fait, en général, quand tu vas choisir ce jeu, c'est parce que justement, il est très très spécifique, et c'est pas une sorte d'énorme entonnoir dans lequel t'as mis 10 000 personnes, et il y en a 75% qui ont pas aimé, et qui ont créé une version dérivée, tu vois. Après, ça, pour le coup, c'est presque dans l'essence du jeu de rôle, de parodier, tu vois, et de refaire à sa sauce. D'ailleurs, si on se dit qu'il y a une ambiance qui est censée être l'ambiance du jeu, personne n'a jamais joué au même jeu, tu vois, parce que si on est entre potes et qu'on fait tout le temps du HRP sur des blagues de fesses, ça aura rien à voir avec des gens qui se réunissent pour jouer la proposition et qui sont in-RP 3 heures d'affilée sans jamais faire de HRP. Tu vois, philosophiquement, on peut défendre que personne a joué au même jeu Vampire, tu vois, même si vous lisez le même bouquin, parce que c'est impossible en fait. Oui. En fait, il n'y a pas de 100%, c'est une sorte de... Je sais pas comment... Il y a un terme pour ça. En gros, c'est un agrégat, tu vois. Genre, tout le monde a fait une partie différente, etc. Même quand tu joues avec un système, que tu le respectes à la lettre et que tu joues le scénario exactement le même que l'autre, etc., c'est jamais exactement la même partie. C'est ça. Et si jamais c'est le cas, alors est-ce qu'on a vraiment fait du jeu de rôle? Si jamais tu joues vraiment la même partie en faisant les mêmes actions, est-ce que tes joueurs, ils ont pu donner leur avis finalement? Ah non, là, t'avais qu'à écrire un roman. C'est ça. Merci, c'est tout pour nous. On se retrouve la prochaine fois. On se retrouve à Bercy pour le spectacle. Mais ouais, il y a... Donc en fait, voilà, c'est une question un peu complexe. Et attends, il y avait un truc que t'as dit, je couperai au montage. C'est bon, j'ai retrouvé. Tu dis, ouais, la table est différente, faire du HRP, etc. Et en fait, ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. C'est que, en fait, si tu pousses les potards dans tous les sens, c'est toujours absurde. Et donc, par exemple, dire, comme on a joué au jeu de rôle en respectant absolument à la lettre tout ce qui s'est passé, etc., nous, on a vraiment compris ce jeu, tu vois. Nous, on a vraiment compris, on en a eu l'essence, etc. En fait, ce côté pureté
Tu vois, c'est un truc qui transcende le jeu de rôle. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une forme de passion. Et donc, par exemple, les gens qui disent mais non, mais en fait, les mécaniques, ça se met en travers du RP et d'une prestation pure, etc. C'est presque religieux, en fait, comme réflexion. Tu vois, et c'est pareil dans le sens inverse. C'est-à-dire que les mecs qui disent mais non, si tu ne respectes pas toutes les règles au doigt et à la lettre du livre, tu es passé à côté de l'expérience de jeu de rôle. En fait, c'est que tu es arrivé à un niveau idéologique. Tu vois. Alors que... Mais là, c'est juste un combat entre sectes. Ça relève même plus du jeu de rôle. Alors que si tu prends le truc de manière un petit peu plus pragmatique, en fait, les mécaniques, elles cherchent à produire des effets, genre chez les gens. Et certaines mécaniques, les mécaniques ne parviennent pas toujours à produire exactement les mêmes effets chez les mêmes personnes. Et certains, tout le monde ne répond pas de la même manière aux mécaniques, etc. Et c'est là où ça devient passionnant, tu vois. Parce que si tu jettes toute la mécanique à la poubelle en disant mais non, ça sert à rien, ça détériore le jeu, ou alors à l'inverse que tu dis, en fait, il y a que en suivant à la lettre le bouquin que tu joues vraiment au jeu de rôle. Je pense en fait c'est une sorte de simplification confortable. Tu passes à côté de juste te dire ok, ça fait quoi de jouer en ignorant cette règle? Ça fait quoi de compenser le jeu, de faire des trucs qui sont pas prévus par les règles? Est-ce que tu vois, c'est comme si c'était un outil et genre chacun peut s'en servir différemment, tu vois. Je sais pas je sais pas si tu rencontres vraiment des gens qui jouent de manière aussi puriste et puritaine. Je pense qu'il y a plutôt des gens qui ont cette posture, mais que in fine, c'est quand même extrêmement rare, quoi. Le jeu de rôle, c'est de la tambouille quand même. Surtout sur le pendant des mécaniques. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire nous on joue. Enfin, je pense qu'il y a plus d'honnêteté intellectuelle à dire nous on joue sans aucune règle, parce que de fait c'est possible, quoique, j'y reviens, que de dire on respecte toujours toutes les règles à la lettre. Parce qu'en vrai, il y a forcément eu des oublis, etc. Et tu peux faire ah mais là tu as oublié d'utiliser la règle, alors tu n'as plus raison. Va reconstruire ton identité rôliste, allez hop. C'est ça. Non, en plus c'est ça, il y a un truc un peu identitaire. Genre, moi je suis plutôt de l'école de machin et tout. Et en fait, c'est marrant parce que même quand tu joues sans règles, enfin sans règles explicites, tu joues quand même avec des règles. Genre par exemple, il y a des règles implicites qui se créent et en fait ça devient une sorte de jeu beaucoup plus social, tu vois. Genre si par exemple je joue avec toi, et même s'il y a des règles d'ailleurs, c'est ce que tu disais. Si je joue avec toi avec ton système de règles et que je joue avec un autre MJ avec ton système de règles, il y a des règles invisibles qui ne vont pas être les mêmes. Il y a toujours des règles. Il y a, dans les jeux à arbitrage, où le MJ choisit la difficulté, tu joues même plus au même jeu quand t'as pas le même MJ en face de toi. Parce qu'il y en a qui arbitrent plus dur, plus sec, en fonction de... Il y en a qui aiment pas la magie, et tous les jets de magie sont plus durs avec eux, comme par hasard. Parce qu'il dès qu'il y a de l'arbitrage, il y a des biais du MJ. Et même si le système le permet pas, il y a toujours un arbitrage du MJ, même si le système il est dur et il est censé te dire comment fonctionne, quoi. Du coup, rien que par ça, parce que le MJ il reste arbitre de la fiction, il y a toujours une différence. La mécanique, c'est juste une sorte de carotte et de bâton préétabli. C'est-à-dire il y a des comportements qui sont récompensés par le jeu et des comportements qui sont pas récompensés par le jeu. Par exemple, dans Donjons et Dragons, de base, c'est un peu contre-intuitif. Le combat, c'est pas une... tu viens souvent, ça dépend des versions de Donjons et Dragons, tu viens jouer à Donjons et Dragons parce que probablement il y a quand même des mécaniques de combat, etc. Qui t'intéressent, ou alors c'est que tu veux... Ça, c'est marrant parce que il y a beaucoup de gens qui disent j'adore jouer à Donjons et Dragons, mais les combats, j'aime pas. Et donc, du coup, je leur dis mais du coup, t'aimes pas jouer à Donjons et Dragons. Puisqu'en fait, le Donjons et Dragons, t'aimes bien jouer dans un univers à la Donjons et Dragons, mais par contre, t'aimes pas jouer avec les mécaniques de Donjons et Dragons, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, ça c'est un peu contre-intuitif. Dans des vieux jeux, t'avais beaucoup de systèmes de combat et quasiment rien autour. Et en fait, d'une certaine façon, en termes de design, ça veut dire que tu ne veux pas combattre. Parce qu'en fait, c'est au moment où tu commences à combattre qu'il y a les règles qui peuvent tuer ton personnage qui s'activent. Et donc, du coup, tu veux absolument éviter le combat. Du coup, attends, est-ce que t'es en train de dire qu'un jeu qui n'écrit que des règles de combat, en fait, il pousse à ne pas combattre? Ça, c'est intéressant comme posture. Je pense pas. Je pense que un jeu où par exemple, les règles de combat sont mortelles, te pousse à ne pas combattre, ça c'est quasiment sûr. Un jeu où les règles de combat, il y a plein de règles pour les combats, mais où en dehors de ça, le combat il est pas particulièrement mortel et t'as plein de capacités tactiques, etc. et tout, ça, tu vas sûrement être attiré parce que t'aimes bien les combats par ce jeu, donc ça dépend. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, les mécaniques, c'est subtil, quoi. C'est ça qui va mettre le doigt sur ce que tu trouves important, pas important. Tu pourrais le faire de manière complètement informelle, mais du coup, ça nécessiterait qu'on discute beaucoup et beaucoup de validation, d'invalidation de la part des autres. Genre, je prends un exemple. Si tu joues à l'appel de Cthulhu, tu sais que potentiellement ton personnage il peut devenir fou. Mais du coup, au moment où tu fais des jets, t'espères d'une certaine façon ne pas le devenir. Si t'enlèves le mécanisme de l'appel de Cthulhu et que tu dis on veut quand même jouer à l'appel de Cthulhu, presque t'as plus envie activement de devenir fou.
Parce que tu te dis, pour que ce soit l'appel de Cthulhu, il n'y a aucune règle qui va me dire là je deviens fou, tu vois. Donc je vais jouer la folie par moi-même parce que j'ai envie que mon personnage devienne fou. Tu sais ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Je pense que ça fait partie du plaisir qu'il y ait un système parce que quand tu joues à l'appel de Cthulhu, je pense que. Enfin, moi j'y ai pas joué beaucoup, mais j'avais envie que mon personnage il pète des câbles. Tu vois, j'avais hâte que le système justifie que je pète un câble, mais si j'avais pas de lancer de dés, ça aurait pas été marrant, tu vois. J'aurais juste joué un archétype de folie bizarre, mais qu'il y ait une table d'aléatoire qui me dise ce qui m'arrive, que là je révèle un de mes secrets les plus intimes et tout, ça, en fait le plaisir il vient de la contrainte, mais ça c'est la base de les règles forgent la liberté en fait. C'est ça, et après, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as plein de manières de faire. Et je pense que tu peux aussi aimer, par exemple, je pense que quand tu joues à un jeu sans dés, etc., ce que t'aimes bien, c'est avoir... En fait, t'aimes bien déjà... les mécaniques ne t'apportent pas d'immersion, alors que pourtant les mécaniques peuvent apporter de l'immersion. Mais souvent, les gens ils disent non, ça me sort du truc. Donc c'est que déjà, le fait d'utiliser une autre partie de ton cerveau à un moment, tu vois, ça te sort du truc. Genre te dire, ah là, il faut que je pense règle, ça te sort de l'expérience. Donc déjà, tu peux le voir déjà comme un choix de design, tu vois, de se dire, bah moi, j'ai créé un jeu pour les gens que les mécaniques sortent de l'expérience. Donc j'ai essayé de mettre le moins de mécaniques possible. Et après, si tu jettes pas les dés, etc., tout ton jeu repose sur l'interprétation et sur éventuellement les choix cornéliens. Par exemple, tu as un combat, pour qu'il soit intéressant quand il n'y a pas de jet de dés, la première strat, c'est on décrit tous des trucs qu'on trouve stylés, tu vois. Mais tout se vaut, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de règles qui viennent valider, invalider nos propositions. Tu vois, genre, je te dis, il y a un dragon devant toi, Glyph, qu'est-ce que tu fais? Je meurs. Ah putain, tu me fais chier. Je panique. Tu vois, genre, si, en gros... il y a aucune règle. Juste décrire le combat contre le dragon, ça devient le jeu. Donc ça devient un jeu où juste on raconte des trucs. Et chacun réempile sur la proposition de l'autre et on essaie de faire un truc un peu stylé. Si maintenant, pendant le combat contre le dragon, je te dis, soit le dragon va attaquer, va détruire ta maison, Oh no. mais ton cheval est en train de s'échapper, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères sauver ton cheval ou ta maison? Donc là, t'as un choix. Et du coup, c'est sur ça que repose un jeu sans dés, tu vois. Sinon, le jeu, c'est juste... ça devient vraiment un story game, en fait. Tu vois, c'est genre, on a une contrainte de contexte. Genre, il y a un dragon qui attaque. Et on raconte tous des trucs stylés autour du dragon qui attaque, quoi. En même temps, le JDR, c'est un peu ça. Parce que à quel point les règles sont présentes, bah typiquement, dans Donjons et Dragons, t'es en combat, toutes les 6 secondes, il y a un lancer de dés, parce que c'est à chaque tour de joueur. Tandis qu'il y a des jeux où c'est... on raconte toute la scène, on fait ce qu'on veut, et il n'y a que à la fin de la scène que tu as le droit de faire un jet de dés. Et là, c'est en temps réel, on lance toutes les 15 minutes, voire toutes les 30 minutes. Donc ça dépend vraiment. Tous les jeux ont une part de story game. Bah, c'est comme quand on avait joué à Shinobi Gami, un peu, par exemple. C'est ça, ouais, on lançait que à la fin de toute une immense scène, on va dans sa maison, on va faire un repas, on va discuter, et à la fin de peut-être 5 heures de temps dans la diégèse, là on lance. On a un point de bascule, quoi. Et là, on est tous en mode... Ok, on va voir ce qui se passe tous ensemble là maintenant. Alors qu'avant, c'était plus, vas-y, on joue à faire comme si que tous les deux, tu vois, en essayant de rendre ça cool. C'est ça. J'ai une question. On a un peu fait le tour de cette question, on a même beaucoup digressé. Est-ce que moi, je peux te poser une question maintenant? En gros, ma question c'est quoi un jeu homebrew? Et à partir de quand un jeu ne l'est plus? À partir de quand il sort de cette catégorie? C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai répondu à cette question dans une vidéo qui n'est pas encore sortie parce qu'elle faisait partie de la liste des questions. Oh non! Dans le futur. Mais je peux la faire en rapide parce que de manière chronologique, la vidéo qu'on est en train de tourner, elle tombera après la vidéo où j'ai répondu plus longuement. Moi, ce que j'avais dit, surtout, moi, ça peut relancer un petit 10 minutes de discussion. Moi, ce que je trouvais, c'est que de base, tous les jeux, à quelques exceptions près, en gros, je pense que de base, quasiment tous les jeux sont homebrew et que le moment où ils arrêtent d'être une sorte de homebrew souvent et qu'on considère qu'un peu ils deviennent entre guillemets pro, entre guillemets fini, c'est juste le moment où l'auteur il se dit ok, point final, ça c'est public. Donc c'est le moment où ça devient public, où c'est accessible à du public, ça s'expose à la critique et tout. Je pense que c'est le moment où il met un point final. C'est-à-dire qu'en fait un jeu pourrait être homebrew, en fait homebrew ça veut juste dire fait maison. Donc en fait dans l'absolu, je pense... Ce qui n'est pas homebrew pour moi, c'est par exemple, l'exemple que j'avais pris, c'est les jeux Free League, où je me dis, est-ce qu'on commence pas à avoir percé un truc un peu moins homebrew? C'est-à-dire que les jeux Free League, ils utilisent tous le Year Zero Engine, là, de Mutant Year Zero à la base. Ils le changent un peu d'un jeu à un autre, mais maintenant, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils adaptent des licences avec le même système tout le temps. Donc, par exemple,
encore une fois, un peu modifiés. Ils font Alien, ils font The Walking Dead, etc., etc. Donc en fait, ils prennent une licence, ils l'exploitent, ils peuvent modifier un peu, avoir leur vision sur la licence et tout. Mais est-ce que c'est encore homebrew? Pour moi, il y a plus, j'ai l'impression, une sorte de logique industrielle, et c'est pas forcément péjoratif, mais de se dire, voilà, nous on a un système, on a une licence, on combine les deux. Et du coup, tu sais, il y a moins ce côté, t'as un mec, il est chez lui et il se dit, vas-y, je vais créer un jeu là. Tu vois? Donc c'est l'intention qui fait le homebrew du coup, dans cette manière de répondre. Ouais, je pense pas que ce soit l'intention, parce que c'est aussi le procédé. C'est-à-dire que si par exemple, toi tu me dis, vas-y, je vais faire jouer du Walking Dead, et je vais créer un système pour jouer à The Walking Dead, tu fais une sorte de homebrew. Ou alors, à l'inverse, tu me dis, ouais, vas-y, je vais créer mon univers, mais je vais utiliser le système de chronique oubliée. Bah tu vois, t'es en train de faire un peu ton truc maison et tout. Et je pense que c'est une sorte de faisceau d'indices. C'est-à-dire, maintenant, l'autre situation que je l'opposerais peut-être à Homebrew et qu'on voit un peu plus émerger, c'est on est un studio de création, on a un système qu'on maîtrise dans le studio, on a créé plusieurs jeux avec, et on achète les droits d'une licence et on adapte cette licence avec notre système. Tu vois, est-ce que c'est encore une sorte d'initiative un peu, je dirais, un peu root, tu vois, un peu artisanale? Et tu disais que il y a un moment où ça se fige, en gros, que t'es plus homebrew ou que tu l'es, quand le jeu il est publié, pour le dire vulgairement, mais c'est peut-être juste quand il est rendu public. Est-ce que si le jeu il se pratique un peu en mode game as service, tu vois, il évolue au fur et à mesure, et je sais pas, il y a un patch tous les 2 mois, là est-ce qu'on est plus homebrew, ou est-ce que c'est quoi un jeu pas homebrew? Comment t'appelles un jeu pas homebrew sans utiliser de négation? Je sais pas, hein, j'essaie de répondre à ta question, mais pour moi, elle est compliquée. Tu sais, c'est un peu comme quand tu dis le jeu, il est indépendant ou pas. Ah ouais. C'est un branding un peu. Pour moi, le homebrew, c'est fait maison, quoi. À partir du moment. J'ai l'impression que homebrew, c'est plus un terme qu'utilisent les gens qui n'aiment pas le homebrew, tu vois. C'est un peu comme woke. Il y a plus de gens qui aiment pas ça qui vont utiliser ce terme. J'ai l'impression que c'est presque... Bon, une insulte, ce serait un peu fort. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est péjoratif. Et quelqu'un qui fait son jeu de rôle, je sais pas s'il dira ça. S'il dira j'ai fait mon homebrew. Je pense que... Alors, déjà, ça m'a fait réfléchir le truc que tu as dit. Je pense que dans la dimension homebrew, un truc où je commence à me dire est-ce que c'est vraiment homebrew? C'est le moment où en fait, la personne dit ouais, c'est un jeu fait maison. Sauf qu'en fait, les illustrations ont été faites par quelqu'un d'autre qu'elle. L'univers a été fait... En fait, au moment où ça commence à être plein de monde, ça enlève le côté homebrew. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux te dire, ce pain, il est fait maison, mais si je l'ai acheté à la boulangerie, il est pas fait maison. Sauf si je l'ai acheté à un mec qui fait son pain à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... C'est pour ça que pour moi, c'est une sorte, encore une fois, de mot valise. Et genre, c'est comme tous les mots, en fait, on essaye de définir un truc en mettant un mot dessus, quoi. Maintenant, sur le côté péjoratif, je pense pas que ce soit nécessairement péjoratif, mais ça nous renvoie ça renvoie à la question qu'on posait juste avant. C'est pas péjoratif en mode c'est nul. C'est en mode ça peut te faire reculer. Genre, je dis, je cherche une partie de Pathfinder. T'as un mec qui fait, bah viens, on joue à Pathfinder. Et t'en as un autre qui fait, viens, on joue à Pathfinder dans un monde que j'ai créé et avec des règles de la 3.5, des trucs de Savage World, etc., etc. Alors qu'en fait, moi, je viens de lire le livre Pathfinder. Je me dis, j'aimerais bien être joueur de ce jeu. Mais là, il s'éloigne de ta demande. C'est ça. J'ai envie d'aller chercher pourquoi le petit Hugo il est rebuté par le homebrew. Qu'est-ce qui t'a blessé dans ton enfance avec ce jeu? Moi, je suis pas du tout rebuté par le homebrew en fait. J'ai décidé, tu vois, c'est une question de consentement en fait. C'est genre, tu me dis, bah, on va jouer à mon jeu homebrew. Je te dis oui. Là où souvent ça crée une sorte d'aversion, c'est quand tu as plusieurs personnes qui te proposent de jouer à un même jeu. Toi, tu viens de découvrir un jeu, tu l'as lu, Yep. tu as envie d'y jouer, et dans le marché des gens qui proposent ce truc, bah il y en a, ils proposent leur truc homebrew et tu te dis, moi j'ai quand même bien envie de tester le jeu, j'ai plus de chances d'être proche de ce que je viens de lire et de ce qui m'excite si je joue chez la personne qui me fait jouer au jeu que chez la personne qui a déjà beaucoup transformé le jeu, quoi. C'est ça. En fait, ça revient à la question d'avant de t'as envie de jouer au jeu de base et pas une version modulée, quoi. Quand j'ai envie de jouer à un jeu, ouais. C'est ça. Après, il y a un peu ce truc de... Bon, là, c'est un autre cadre, hein, mais si tu connais le MJ, et bah il peut y avoir ce truc de j'ai envie de savoir ce que lui, il a fait de la proposition, parce que en tant que MJ, je m'amuse à sa table et je lui fais confiance, tu vois, pour savoir ce qu'il est parti chercher et ce qu'il a changé. Mais peut-être que ça demande de connaître le jeu de base pour que ce soit intéressant. Genre, je connais Donjons et Dragons, et lui, il l'a un peu déformé, j'ai envie de voir comment il l'a fait, quoi. Ouais, en fait, encore une fois, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Genre, Et il y a aussi l'autre truc qui peut potentiellement repousser avec le homebrew, c'est que ça augmente la complexité. Enfin, en fait, ça dépend. Si tu me dis on va jouer à mon jeu de rôle homebrew ultra minimaliste,
bon, je suis en mode let's go, tu vois. Enfin, genre, je suis pas en mode oula, prise de tête. Par contre, tu me dis, on va jouer à Donjons et Dragons, mais j'ai changé quelques règles. Voici un Google Doc. Je suis un peu en mode, putain, je viens de lire les règles, et maintenant je dois lire ton Google Doc tout moche, tu vois. Alors que je sors de mon livre, je sors de mon livre illustré, je me suis projeté déjà dans un imaginaire et tout. Et là, tu vois, je vois des trucs genre en mode la boule de feu fait 1d6 de dégâts de moins, tu vois. Je suis en mode oula, maintenant je dois manipuler des sortes d'errata en plus du jeu. Et en plus, si tu rajoutes à ça que je te connais pas en tant que MJ, potentiellement, tu vois, le fait que tu dises que c'est homebrew et que tu as modifié plein de règles, je me dis oula, si ça tombe à chaque session, toutes les règles vont changer en plus. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Donc presque. Là, on est sur des. J'allais juste finir en disant presque, je préfère que la personne ait fait. J'ai créé un jeu inspiré de Donjons et Dragons. Est-ce que vous voulez y jouer? Voilà les règles. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et que ce soit pas, que ça rajoute pas de la charge. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est mieux si tu dis mes règles elles sont sur 2 pages et c'est genre le core gameplay quoi. Et on jettera quasiment que comme ça les dés. Yes, par exemple. Parce que j'aime les systèmes simples, mais j'ai déjà vu des MJ qui envoient 37 pages à leurs joueurs en mode bonne chance pour la création de perso. Mais ça c'est autre chose. Ça me terrifie. Et puis surtout quand ça rajoute des exceptions à un jeu qui préexiste. Je préfère presque, en termes d'énergie que je vais avoir à dépenser, ça me rassure plus un mec qui me dit j'adore Donjons et Dragons et il y a quand même des trucs que j'aime pas, donc j'ai créé un jeu qui ressemble à Donjons et Dragons. Tu vois, là j'ai un bon indice de ça ressemble à Donjons et Dragons. Et par contre, il a formalisé le truc. Et genre, c'est un peu sa version arrêtée de la chose. Je me dis, enfin, potentiellement sujette à petite modification, mais je me dis, ok, il a une vision claire. Alors que si je lis, je joue à tel jeu, mais voilà, je me permets des libertés, tout ça, et tout, je suis en mode, est-ce que c'est juste pas quelqu'un qui va tout le temps modifier le schmilblick, quoi. Et d'ailleurs, moi, je l'ai déjà fait subir, ça. C'est-à-dire que je dis ça, mais quand je fais ça, ça m'énerve. Par exemple, j'ai déjà fait des campagnes où je disais, venez, j'ai une idée de système, j'ai un peu envie de tester un truc. Et en fait, quand à chaque session, je me rends compte que je change tout, je suis en mode, en fait... Ce que tu voulais, donc tu déformes. C'est ça, je suis en mode, en fait, j'avais pas une vision assez claire. Ce que je leur fais faire, c'est une sorte de playtest tout pourri d'une idée que j'ai eue. Et tu l'avais pas dit que c'était un playtest. C'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, les joueurs ils disent bon, et ça crée des méga conversations autour de la règle et tout. Et du coup, dans ces moments-là, bah moi, ça me met pas confortable. Tu vois, moi, je me dis en fait, ce que je propose, c'est pas assez précis et tout. Et donc, en fait, ça crée un préjugé, mais c'est pas genre péjoratif en mode nul, tu vois. Bouh le homebrew, bouh. Ok. Bah, ça m'amène sur une toute petite digression, mais après, on va peut-être finir par s'arrêter. Qui est quand tu vas chercher un MJ. On parlait de ça à chaque fois pour le homebrew. Est-ce que, quand tu joues avec des gens que tu connais pas, moi je le formulerais en je fais plus confiance aux joueurs qu'au MJ. Un joueur que je connais pas, qui vient à ma table, ça me dérange moins que jouer avec un MJ dont je connais rien, parce que le MJ il a plus de responsabilité de la manière dont on va passer une soirée, quoi. S'il y a un joueur qui est un petit peu bizarre, c'est pas grave, il rentrera dans la table si les autres ils savent comment on joue. Si le MJ il est chelou, j'ai l'impression que je vais plus subir la partie, quoi. Je fais moins confiance au MJ, je dirais. Donc, là on entre dans une sorte de... Ok. Je sais pas. Moi, je dirais que je joue. C'est assez organique la manière dont je vais à des parties, puisqu'en fait, on discute avec des gens. Il y a quelqu'un qui propose un truc. Je me dis, on a le même humour, on a le même machin, donc j'y vais parce que peu importe la qualité de la partie, je vais passer un bon moment. Donc en fait, je me laisse un peu guider par ça. Probablement que je fais moins confiance, enfin que je suis plus prudent sur le MJ que les joueurs, mais je trouve que c'est problématique. En fait, je trouve que c'est justement le fait on cultive un peu le fait que le MJ soit très responsable de la partie qui crée ce biais. Ce dont j'ai peur, justement, c'est de tomber sur les MJ qui essayent à fond de contrôler l'expérience. Pourquoi particulièrement peur de ces MJ-là? Parce que justement, en fait, si on a décidé de jouer à tel ou tel jeu et que le MJ, il est en mode je dois absolument sublimer le truc. Tu vois, en fait, j'ai un problème avec tout ce qui va être ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, je crois que ça apparaît avec Vampire. Et c'est le fait que dans le livre de jeu, c'est un peu un truc que je crois un peu gygaxien aussi, tu vois, de Gary Gygax. En gros, le truc qui dit dans le jeu, vous pouvez absolument ignorer toutes les règles du jeu si vous le souhaitez. Tout ceci, ce ne sont que des outils, etc. Et tout, en gros, la philosophie qui englobe ça, je trouve que ça peut justement mettre le MJ dans une position où il va essayer de tout chapeauter, genre, je vais avoir l'impression de pas avoir mon mot à dire. Je peux apprendre les règles, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que le MJ, dans tous les cas, il va faire ce qu'il veut, etc. Donc en fait, c'est ça qui pourrait comme je sais qu'il y a des MJ qui s'inscrivent là-dedans, c'est ça qui pourrait me rendre plus méfiant vis-à-vis des MJ que des joueurs comme toi. Mais c'est une sorte de biais. Et encore une fois, si t'as un MJ qui me dit ouais, c'est un jeu assez minimal, je vais beaucoup arbitrer, ça me rassure. Parce que je me dis, ok, il nous a dit comment il allait faire le truc. En fait, j'ai un peu peur des MJ qui disent pas grand chose de leur truc et qui ensuite
ils arrivent et ils essaient de te faire le show de ouf et de prendre toute la lumière du truc et t'es en mode oh non, pas encore. Not again. C'est ça. C'est compliqué, tu vois. En fait, là, on parle de biais et de trucs très subjectifs, quoi. Et c'est un problème parce que t'as joué au jeu et que t'as peur que le MJ te fasse pas jouer au jeu que t'as lu. Ça reste très particulier à cette expérience-là, quoi. C'est ça. Et par exemple, un truc qui peut faire flipper, c'est tu sais, de rejoindre une table complète. Tu vois, genre, tu es la cinquième roue du carrosse, t'arrives un peu en dernier, et t'arrives à la table, et tu te rends compte qu'en fait, il y a une culture, par exemple, qui consiste à ce que le MJ, ce soit vraiment le big boss de la table, tu vois. Et là, je suis en mode, ça me fait un peu chier. Parce que j'ai pas envie de renverser le statu quo, en fait. Je suis en mode, vous vous amusiez très bien entre vous, apparemment. Je ne porte pas de jugement sur votre manière de jouer. Mais par contre, j'ai l'impression, moi, d'avoir aucun levier maintenant que je viens d'arriver, tu vois. J'ai déjà eu des parties comme ça. J'arrive et les joueurs, ils se passent très peu la balle entre eux. Et c'est le MJ qui distribue la parole. Et donc, quand j'arrive à la table et que j'essaye de faire passer la balle, j'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, la manière dont ils sont habitués à jouer, c'est que le MJ donne la parole. Donc, en fait, quand je leur passe la balle, et ben, juste, il la laisse tomber par terre. Il la rend au MJ. Et genre, je suis en mode, bon ben, excusez-moi, je voulais pas vous faire chier. Je suis désolé, écoutez, pardon. Donc voilà, forcément, c'est les expériences qui créent les préjugés. Je suis pas content de me méfier du MJ, tu vois. Genre, je suis pas en mode, et je trouve que c'est pas normal. Mais je pense qu'en gros, comme il y a beaucoup de MJ qui sont un peu les boss, il y a beaucoup de tables où je m'amuse pas parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on n'est pas dans un jeu qui m'amuse et du coup j'ai un préjugé. Voilà. Bah écoutez, je vais parler de votre dossier au reste de la communauté et puis on verra si vous êtes encore admis aux tables. Très bien, ça marche. Eh bien, on se rappelle. Ok, non mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je t'avais entendu parler un petit peu de homebrew dans certaines émissions et j'avais envie de savoir un petit peu ce que toi tu mettais derrière le terme et ce que c'était ta vision et je suis plus éclairé. Bah en fait, ça aussi c'est un truc, c'est que des fois dans le feu d'une conversation, tu t'argumentes, tu utilises des mots de travers. Tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, ça devient juste une grosse conversation informelle. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aller vous faire un petit café. Merci à tous. Oui, faites un thé. On est bien. Il y a pas longtemps, comme je parlais beaucoup de systèmes et que je disais du coup que je cherchais des systèmes qui cherchent à atteindre des objectifs spécifiques et que je défendais l'argument de c'est dommage de pas tester les mécaniques telles qu'elles sont. En fait, d'arriver justement avec un préjugé sur la mécanique. Parce que ça c'est un vrai effet. T'as des gens, ils arrivent à la table et ils se disent on va jouer au jeu de rôle, j'ai pas besoin de m'intéresser à la mécanique. Et après ils disent il y avait trop de mécanique, pas assez de mécanique. Mais en fait, ils s'intéressent pas aux mécaniques parce que dans leur paradigme, de base, la mécanique, c'est un problème. Donc en fait, comme moi je parlais de mécanique, je disais, bah voilà, dans le jeu de rôle, on peut vraiment gagner à s'intéresser à des mécaniques et il y a des mécaniques qui sont cool. Tester des mécaniques différentes sans vouloir les changer dès le début du jeu en disant, ah non, ça c'est nul, ça c'est nana. Ça te permet de découvrir des nouvelles choses, d'affiner et en fait finalement d'avoir un vrai avis. Je pense, est-ce que les gens qui disent la mécanique c'est nique tout, on pourrait pas leur répondre t'as qu'à faire du théâtre? Mais je pense qu'il y a un peu un truc de peut-être à vouloir aller trop vite, tu vois, de pas se laisser vivre l'expérience et de se dire non mais je sais ce que ça va faire et je vais pas aimer, tu vois, et de pas se laisser vivre vraiment le truc, de subir la mécanique pour voir où est-ce que ça t'emmène en termes de design ludique, tu vois. Attends, tu peux répéter? J'ai l'impression que quand tu refuses la mécanique, peut-être qu'il y a des gens, ils pensent déjà savoir ce que la mécanique elle va amener autour de la table et qu'ils le veulent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils se laissent pas vivre l'expérience. Ils se disent non mais je vais pas aimer ce que ça va amener, tu vois. Peut-être qu'ils réfléchissent même pas. Ils sont en mode j'ai pas envie de lancer des dés et de faire des maths. Yes, il y a de ça. En fait, t'as besoin d'être pour apprécier quelque chose. T'as besoin d'avoir l'intention. Si je pars dans une activité en me disant c'est de la merde, je conditionne mon regard à chercher, à ne retenir que ce que j'aime pas. C'est comme si je regardais un truc pour le critiquer. Et je pense aussi qu'il y a t'as un argument aussi qui revient très souvent, qui est du même acabit selon moi que t'as qu'à faire du théâtre, t'as qu'à écrire un roman, c'est t'as qu'à jouer à un jeu vidéo, t'as qu'à jouer à un jeu de société. C'est du même niveau zéro. C'est-à-dire que quand tu dis ça, souvent l'argument sous-tendu, c'est ça on aurait pu le faire sans la mécanique. Je vois pas pourquoi je devrais jeter des dés pour faire ça. C'est dommage quoi.
Enfin, genre, c'est-à-dire que tu peux probablement le faire sans la mécanique. Genre, je peux dire j'attaque le dragon et le MJ il peut me dire ok, tu blesses le dragon, on n'a pas acheté de dés, tu vois. Mais en fait, c'est que tu t'es pas intéressé et tu n'es pas obligé de t'intéresser. C'est ça qui est important à chaque fois quand on a cette conversation, c'est qu'après les gens ils disent oui, mais nanana. Et ça m'énerve parce que ça m'énerve parce qu'en gros, c'est pas un jugement sur ce que font les gens, c'est un jugement sur les arguments des gens. Oui, c'est ça. C'est ce que disaient les stats. Il n'y a pas de jugement de valeur dans la pratique. On juge les arguments dans les conversations. Et en gros, les gens, en général, quand ils aiment bien un truc, ils ont des bonnes raisons de bien l'aimer. Par contre, quand ils aiment pas Souvent, c'est et pas qu'ils des te bons disent arguments, que c'est ouais. nul ce que tu fais, ils ont pas toujours, il y a pas toujours beaucoup de fond derrière. C'est un peu une idée construite. Ça, c'est un truc qui disait, c'est bizarre, mais alors il y a un exemple un peu précis, mais les gens qui aiment Jul ont l'air d'avoir plus d'arguments que les gens qui ne l'aiment pas. Mais en fait, c'est juste que quand t'aimes quelque chose, bah tu t'es intéressé et tu peux aller dans la profondeur du sujet, quel qu'il soit. Alors que quand t'aimes pas, tu vas pas aller approfondir ce que t'aimes pas, quoi. Tu vas pas fouiller la merde en te disant ah c'est vraiment naze, je vais continuer de m'intéresser 200 heures pour voir à quel point c'est de la merde. C'est ça. Et c'est comme, tu sais, quand t'as quelqu'un qui te dit, t'as un mec, il a lu un livre dans sa vie, il te dit c'est le meilleur livre. Tu fais, Et tu n'as lu qu'un livre. En fait, dire ça c'est le meilleur, c'est pas grave. Mais en fait, si tu décomposes un peu la manière dont t'arrives à dire c'est le meilleur truc que toi tu connaisses. Et t'as décidé de les lire comme meilleur truc. Genre, en fait, la formulation, c'est ce que je préfère. La formulation juste, ce serait ça. C'est ça, ouais. Sauf dans des trucs purement objectifs. Genre, par exemple, le sprint. Tu vois, tu peux dire, ah bah lui, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui court aussi vite que lui. Mais ouais, quand on parle, c'est les goûts et les couleurs. Enfin, genre, là, on tombe dans des trucs bateaux, mais c'est intéressant, en fait, parce que je sais plus comment on en est arrivé là, mec. Là, c'est terminé. Au moment où je disais... Ah oui, je disais en ce moment je parle beaucoup de système, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu parles plus de narration. Et pourtant la narration elle a une place dans le jeu de rôle, etc. En fait c'est parce que moi quand je parle de système, je me sens pas forcément obligé de rappeler que la narration c'est présent dans tous les jeux de rôle. Pour moi c'est un implicite et je me focalise sur autre chose. Et donc, du coup, dans une conversation, quand je suis en train de dire, tu vois, parce qu'on est en train de discuter, genre, je sais pas, ouais, là, le homebrew, ça me fait un peu grincer des dents. C'est pas genre, tous les gens qui font du homebrew, ça me fait un peu grincer les dents, mais c'est genre, tu sais, t'es dans le flux de la conversation et genre, en fait, quand je dis bah là moi je trouve que voilà juste raconter l'histoire sans y mettre un petit peu d'épices, un petit peu de mécanique, etc., ça me fait moins vibrer. T'as des gens ils se disent attends mais tu veux dire que la narration en fait le jeu de rôle il y a de la narration, enfin tu jettes l'eau avec le bébé le bébé avec l'eau du bain, tu jettes l'eau, le bébé et le bain, et je suis en mode non en fait la narration il y en a dans tous les jeux, mais moi je considère que les mécaniques en fait avoir des mécaniques c'est des contraintes que je trouve intéressantes pour justement que chaque jeu me propose de construire la narration de manière différente, etc., parce que les mécaniques chez moi ça produit quelque chose et ça produit pas juste de l'aversion. Il y a des mécaniques que j'aime pas, il y a des mécaniques que j'aime bien, mais les mécaniques, c'est un sujet qui m'intéresse et qui influe sur comment je pense la partie pendant qu'on y joue, etc., quoi. Très pertinent, tout à fait. Je suis on ne peut plus d'accord. Est-ce que toi, tu kiffes un peu la mécanique quand même ? Moi, je suis très intéressé. Ça vient du jeu vidéo un peu, quand j'ai commencé à m'intéresser à justement quand j'ai entendu parler de dissonance ludonarrative, et je me suis dit en fait, il y a des mécaniques de jeu qui nous induisent soit des manières de jouer, soit des manières d'apprécier le jeu. Et du coup, j'ai commencé à fouiller un peu les jeux de rôle pour savoir qu'est-ce qu'on veut me faire, tu vois. Genre, c'est trop bizarre de faire, je sais pas, lancer 5 dés. Qu'est-ce que ça implique pour le jeu, pour peut-être la moyenne des résultats, etc. Et maintenant, je suis très intéressé, du coup, je me suis remis à lire, là, depuis 3 mois, beaucoup de jeux, justement pour aller chercher pourquoi ils font comme ça, les gens, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant à ça ? Pourquoi il y a des gens qui continuent d'aimer les systèmes à pourcentage alors que ado je me suis dit c'était de la merde, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est quand même intéressant ? Et en fait c'est pas juste que c'est de la merde, c'est juste que ça servait pas mes objectifs autour d'une table. Ah ouais, carrément. Du coup c'est marrant, j'aime bien jouer des choses très différentes. C'est pour ça, tu vois, je reparle de la partie de Shinobigami avec Coco. C'était trop bizarre à jouer, parce que c'est pas la manière dont je fais du jeu de rôle, mais c'était super intéressant. Et j'ai tourné la partie dans tous les sens dans ma tête après, parce que c'était trop bizarre d'avoir ce système. Et du coup, c'était intéressant. Il y avait plein de choses différentes, genre les combats où on se déplace pas à la même vitesse, et où on peut pas se toucher. C'était fascinant d'avoir une battle map comme ça, qui ressemble à un tableau Excel un peu. Ouais. C'est marrant que tu parles des dessins, parce que moi, c'est pareil. Genre, il y a un moment, j'étais en mode... Je sais pas, ça me parle pas et tout. Je vais essayer de conclure la vidéo, mais
c'est un peu comme, c'est un peu la même conclusion qu'on avait eu avec Maître Renard dans encore une fois un épisode qui est pas sorti. Alors on parle, mais qui est déjà tourné. Il y a un côté œnologie, parce qu'en fait, des fois, il y a un truc en fait, genre de but en blanc, bah juste ça ne te fait rien, et c'est une fois que tu t'intéresses que tu commences à kiffer. Genre je veux dire, par exemple, moi les voitures, j'en ai rien à péter, tu vois. Mais genre je vais pas dire aux gens qui s'intéressent aux voitures, mais vous êtes des bouffons quoi, genre c'est juste un tas de ferraille qui se déplace quoi. Genre parce qu'en fait eux ils sont, mais non mais en fait il y a une histoire mec, regarde là et tout, le feeling et tout. En fait tu développes une sensibilité par rapport à la culture, la connaissance t'ouvre de nouveaux plaisirs, tu vois. Et genre Mhm. le dessin, tu vois, moi j'étais en mode c'est le truc auquel je jouais ado, ça marche pas, etc. Alors que là, un des jeux que j'attends cette année, c'est un jeu à base de dessin, et je suis en mode putain, j'ai hâte de retester ça dans d'autres conditions. Un jeu, on va dire, post les premiers jeux dessins, tu vois, genre les dessins ça existe depuis super longtemps, là c'est un tout nouveau jeu qui part de ce paradigme et qui va l'explorer d'une autre manière. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Et puis il y a un peu un biais de je faisais ça il y a 10 ans, si je le fais pas aujourd'hui, c'est que j'ai raison, forcément. Parce que Ouais, ouais. je suis forcément la meilleure version de moi-même, donc j'ai raison, tu vois. C'est ça, je ne fais que m'améliorer. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Je ne change Alors qu'en pas fait, horizontalement, je ne fais que... dites-vous que Pardon. vous avez tous downgrade, les gars. Hein. Vous êtes tous moins bien qu'avant. Vous avez Bon, allez. changé, putain. Sur ce, on va vous laisser. Ah ouais? Vous êtes encore là, vous? Barrez-vous. Vous êtes encore là? Mais non, bande de petits voyeurs. Eh ben merci Glyph. Avec On mettra plaisir. un lien, tu me fileras un lien qu'on mettra en description pour aller voir du côté peut-être des comptes de Crit et de ta game là. Mais tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous en avez d'autres, à nous dire ce que vous pensez de tout ça, blablabla. Vous pouvez nous dire, t'as qu'à faire du jeu de société, si c'est un truc qui vous excite un peu, genre qui illumine votre journée. Et à bientôt sur le bon MJ. Prenez soin de vous. Cheers.